Toc. Bienvenue à toutes et tous habitantes et habitants de la galaxie. Nous sommes toujours sur la chaîne Galactic Ami. Je suis avec Sylvain Boulet, qui est plein de choses, qui est astrophysicien, qui est président, c'est ça, de la SAF, la Société Astronomique de France, qui travaille également avec Vigiciel Fripon pour tout ce qui est météorites. Astrophysicien plutôt en planétologie, si je ne me trompe pas. Et qui est là ce soir pour nous parler un petit peu de tout ce qu'il fait comme chose en termes d'astronomie, en termes donc de recherche, d'enseignement peut-être, de vulgarisation, tout ce qui concerne les météorites, la SAF, la Société Astronomique de France. Voilà, on va parler de tout ça avec Sylvain ici présent. Les gens dans le chat seront là aussi pour poser des questions, bien sûr, à Sylvain. Profitez-en. Si vous avez des questions sur les cailloux de l'espace, c'est le moment. Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Est-ce que tu es bien installé? Je vois qu'il y a un télescope. Bien installé. Voilà, vous êtes dans mon bureau à la Société Astronomique de France. Il y a une vieille horloge, un petit télescope. Voilà, ça résume bien la SAF. Donc. Alors on en parlera dans la deuxième partie. Je propose qu'on parle d'abord de ton parcours. Donc, on est au paru... Pardon? Non, j'ai rien dit. Ah d'accord, j'ai cru que je t'avais coupé. Non, je disais, on en parlera de la deuxième partie. On va d'abord parler de ton travail de recherche, si tu veux bien. Comme ça, on fait en deux grosses parties. Il y a beaucoup trop de Sylvain Boulet sur Twitter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Sylvain Boulet sur Twitter. Il y a beaucoup d'homonymes, Sylvain. Ah, il y en a un, c'est celui qui est habillé en Camille Flammarion, voilà, avec une vieille photo, bah, c'est lui. Et du coup, bah tiens, tant qu'on y est, voilà, on va partager ton compte dès maintenant. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose que les gens puissent te suivre directement. Et puis de toute façon, on reparlera un petit peu de tout ce que tu fais dans la troisième partie. Hop, boum, voilà. Alors, ça, c'est bon. Alors donc, Sylvain, où est-ce que tu travailles actuellement? Où est-ce que tu fais tes recherches? Et sur quel sujet portent tes recherches actuelles? Alors moi, je suis professeur à l'université Paris-Saclay dans un laboratoire de géosciences qui s'appelle GEOPS, Géosciences Paris-Saclay, et je suis dans une équipe de planétologie. Donc en fait, je travaille, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis plutôt planétologue et géologue de formation et passionné d'astronomie. Donc tout ça a mélangé a fait que je suis devenu chercheur en planétologie. Et donc ma spécialité première, c'est l'étude des surfaces planétaires et essayer de retracer l'histoire géologique des planètes. Et évidemment, la première des planètes pour moi étant la planète Mars, parce que voilà, elle a un passé qui ressemble à celui de la Terre. Et donc, je me suis fortement intéressé à cette planète depuis une quinzaine d'années. Et donc voilà, donc je suis enseignant à Paris-Saclay et puis chercheur en planétologie. Donc je m'intéresse à Mars et puis aux cratères d'impact, aux météorites et à tout ce qui tombe sur les planètes du système solaire. Et donc ton parcours, tu as commencé par la géologie, donc tu disais? Ouais, c'est ça. En fait, alors j'ai un parcours toujours un peu en dents de scie. C'était assez marrant parce que quand après le bac, je voulais fabriquer des télescopes. Donc, je suis commencé à Orsay. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé à Orsay en 2000, en arrivant dans une école d'ingénieurs qu'on appelait la nouvelle formation d'ingénieurs en optronique. Et puis au bout d'un an, ça m'a pas du tout plu. J'ai arrêté avant la fin de l'année. Je me suis inscrit en agence d'intérim. J'ai travaillé chez Castorama. Et puis l'année suivante, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux faire? J'ai eu la chance d'avoir des équivalences et puis j'ai eu cette chance incroyable de partir un mois à l'observatoire de la CIA, être opérateur télescope à la CIA. C'est là où j'ai rencontré Alain Maury, qui est un astronome qui est maintenant à monter tout un centre pour le public à San Pedro de Atacama. Et puis lui, voilà, avec des discussions, on a parlé astronomie, on a parlé géologie. Et je suis rentré de la CIA, je me suis dit, bah non, en fait, je veux pas faire d'astrophysique autant que tel, en tant qu'observation lointaine, mais j'ai besoin de concret, j'ai besoin de cailloux, j'ai besoin d'images satellites. Et donc, j'ai commencé des études de géosciences. Et donc, en fait, j'ai fait une partie de mes études en géosciences à Orsay. Après, à l'école normale supérieure, où je me suis spécialisé plutôt en géophysique, sismologie. Et j'étais tellement persuadé que je voulais faire de la planéto que je me suis dit en master que j'allais faire tout sauf de la planétologie. Et puis la planéto, ouais, c'est un peu ambigu, mais en fait, je m'étais dit que comme la planétologie était quand même assez fermée, je me suis dit que j'allais faire
choses qui me permettraient de m'ouvrir d'autres portes. Et donc c'est vrai que j'ai fait plutôt de la géophysique et de la sismologie. Et puis à la fin de mon master, mon directeur de thèse Nicolas Mangold, qui est lui aussi géologue planétaire, m'a proposé une thèse en planétologie. Donc j'ai fait ma thèse à Orsay sur les rivières de Mars. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en 2006 sur la surface de Mars et à étudier finalement l'histoire ancienne de Mars. Et ce qui est encore aujourd'hui mathématique, c'est d'essayer de comprendre le premier milliard d'années de l'histoire de Mars, et notamment la formation des rivières, des lacs, des océans, des volcans, et donc de comprendre un petit peu ce qui se passait il y a 3 milliards d'années à la surface de Mars. Voilà, et ça c'est devenu effectivement ma mathématique principale sur laquelle je travaille encore aujourd'hui. On a fait un petit... Voilà un petit peu mon... On a fait un petit dessiné, c'est gagné Astro juste avant, et juste avant j'aurais fait deviner le Noachien, période que tu dois connaître. Voilà, exactement, et j'ai un de mes jeunes là qui avait fait une vidéo qui avait mis le Noachien, et ça m'a fait beaucoup rire. Et bon. Donc, alors non, c'est Noachien, mais bon, lit comme ça pour les enfants, voilà, il rajoute un chien, et voilà, bon, c'est une façon de s'en rappeler. Un chien qui s'appelle Noah. Voilà, exactement. Et donc tu étais à Castorama et tu t'as vu un marteau, tu te dis tiens, on peut casser des cailloux avec, d'où viennent les cailloux? Ouais, c'est ça. Non, mais c'était rigolo parce que le switch entre l'école d'ingénieur, le lendemain travailler à Castorama et puis finalement faire autre chose. En fait, je pense que c'est un message à passer, c'est qu'en fait les parcours directs, en fait, certes, ça existe, mais en fait, il y a moyen de rebondir, d'aller à droite, à gauche, d'essayer des choses. Et en fait, souvent, en ce moment, avec Parcoursup, avec tout ça, on a l'impression qu'on prend des décisions pour la vie, alors qu'en fait, on peut rebondir, faire des rencontres, changer de formation, on a le droit de se tromper, de revenir en arrière et de faire complètement autre chose. Et je pense que ça, c'est un message important à faire passer à tous les jeunes là qui ont envie qui ont besoin d'aide un peu dans leur orientation, mais finalement, finalement, ce qu'on devient, c'est un peu la somme de tout ce qu'on a été de quand on est étudiant, et des expériences, et c'est bien de se tromper et d'essayer plein de choses, quoi. Et on peut changer aussi, c'est possible. Exactement. Tout à fait possible. La preuve, tu vois, j'ai changé depuis que tu m'as vu à Alcor en 2002. Ben ouais, mais c'est ça, il faut changer, il faut accepter, etc. Tout à fait. Cool. Et donc, tu as fait ta thèse, c'était quoi? C'est l'Institut d'astrophysique spatiale? Non, j'étais à Géops, en fait, dans mon laboratoire actuel, qui s'appelait avant IDES, un mot, le labo de Géol, et dans une équipe en fait qui a été fondée dans les années 80 par Philippe Masson, qui était certainement le premier géologue planétaire en fait, qui a été l'un des premiers chercheurs à travailler sur les images des missions Viking, de toutes ces missions dans les années 70-80. Et donc c'était le premier labo, l'un des premiers labos de géologie planétaire en France en fait, et qui a continué effectivement. Tiens, il y a un chat. Oui, Padmé, un petit chat. Oui, donc du coup j'imagine que Philippe Masson c'est une des personnes qui a dû vivre le grand choc qu'a été Viking, à savoir que à l'époque on pensait encore que Mars allait être une chouette planète bien habitable et tout, puis en fait il n'y a que du caillou quoi. Ouais, c'est une époque incroyable en fait. Si on retrace ça, là, on est quand même les premières générations à vivre toutes ces premières missions spatiales. Et c'est vrai que, voilà, dans les chercheurs, on a encore quelques chercheurs qui ont vécu l'arrivée des premières sondes sur Mars, de Marie 4 dans les années 60, etc. Donc, on a un changement de paradigme vraiment entre avant 64 et après 64 sur qu'est-ce que Mars. En fait, on réalise que vraiment, le spatial a complètement révolutionné évidemment la vision de l'histoire du système solaire. Et c'est vrai que c'est intéressant de se replonger dans qu'est-ce qu'était Mars avant 1960. On a encore cette vision de Mars à pouvoir abriter de la vie avec potentiellement encore des canaux, etc. Et puis du jour au lendemain, on passe à quelque chose de concret où on voit des cratères, où on voit la surface, et d'un coup, il y a un monde qui s'ouvre et on commence à l'étudier comme on étudierait la Terre. Et c'est vrai que ça devient concret, et c'est là. Oui, ça devient concret. D'ailleurs, d'autant plus Mars que les autres planètes, puisque sur Mars, on a vraiment l'impression d'y être avec les photos des rovers en haute définition. C'est un petit peu comme le pote qui revient de rando de week-end, quoi. C'est vraiment des photos extrêmement précises, quoi. Puis on a beaucoup de sondes sur Mars aussi, en tout genre.
Ah bah, c'est vrai qu'on a là, notamment depuis la fin des années 90, on a enchaîné en fait. Les agences spatiales ont envoyé quand même tous les 2 ans de nouvelles missions et on a accumulé quand même un grand nombre de données spatiales à la surface de Mars, et ce qui nous permet aujourd'hui de l'étudier comme si c'était Une petite coupure de Terre. connexion On a des chercheurs qu'on est, donc il y a quoi faire. Ouais, alors peut-être que... Attends, je vais... Ça va là, vous m'entendez bien? Ouais, tu m'entends bien? C'est juste de temps en temps, il y a des petites coupures, il manque juste quelques mots par-ci par-là de temps en temps. Mais... D'ailleurs, Sylvain, est-ce que tu vois le chat du Twitch ou pas? D'accord. Du Twitch ou pas? D'accord. Du Twitch ou pas? Alors, est-ce que je vois le chat de Twitch sur la fenêtre que tu m'as donnée ou... Non, mais du coup, je vais te donner aussi la chaîne Twitch, comme ça tu pourras voir aussi ce que les gens disent par rapport à ce que tu dis. Voilà, je t'invite. Ah, par contre, quand tu vas dessus, je t'ai mis sur Twitter. Hein. Quand tu vas dessus, coupe le son parce que sinon tu vas t'entendre en double. Mais comme ça, tu pourras voir aussi ce que disent les gens. Rappelons que le pote revient de rando alors que rien pour le moment n'est revenu de Mars. C'est vrai, professeur Lefac, pour l'instant, rien d'artificiel n'est revenu de Mars. Puisque justement, on va parler météorites. Et il y a quand même des choses qui sont revenues de Mars, on peut dire. Enfin, venues de Mars plutôt que revenues de Mars. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sylvain, pardon? Venus de Mars, on a des météorites martiennes. Non, je disais qu'effectivement, de Mars, on avait les météorites martiennes, donc on a des morceaux de roche de Mars, hein, mais effectivement, on n'est jamais allé chercher... On n'est jamais allé chercher les météorites, les bouts de roche eux-mêmes, donc il va falloir attendre 2030-2032 pour revoir peut-être les échantillons arriver, quoi. Ben on a pris des échantillons, on les a préparés pour la prochaine mission. C'est les petits tubes là qu'a laissé tomber Persévérance. Tu sais quand est-ce que va être la mission pour les récupérer? Bah, normalement, là, c'est ce qui est prévu, c'est plutôt autour de 2032 hein, pour effectivement les ramener. Donc, tout ça va être assez... voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces missions de retour d'échantillons, même si Persévérance prépare les tubes, on est encore loin de les avoir ramenés. Hein. Notamment, voilà, il faudrait quand même que Persévérance encore ait une durée de vie quasiment jusqu'à 2032. Les hélicoptères qui seraient peut-être aussi prévus pour chercher les échantillons, il va falloir effectivement aussi les développer. Donc, il y a beaucoup encore de travail avant que ça arrive. Et bien, je vais en profiter pour mettre l'image de l'échantillon martien. Je vais le mettre juste à côté de ta tête sur le chat. Pouf. Et donc, attends, une petite seconde. Pourquoi ça fait ça? Tac. Oui, je dois gérer la mise en scène en même temps. Hop, voilà, c'est ça que je voulais. Tac, voilà. Donc là, on va à côté de Sylvain, vous avez du coup une image d'un des échantillons que Persévérance a déposé sur le sol martien. Ce n'est pas le sabre laser de Luke Skywalker, pas du tout. C'est bien un échantillon de roches martiennes. Donc il en a déposé quelques-uns et effectivement c'est la prochaine mission qui devra normalement les récupérer. Mais alors, comme dit Sylvain, l'espace c'est dur. Déjà, il faut qu'on la pose là-bas au bon endroit. Et puis ensuite, il faudra pouvoir récupérer les engins et les renvoyer. Alors on a fait une petite introduction sur Mars, sur ton parcours. Oui c'est bon, t'es toujours là. Est-ce que tu voudrais nous parler peut-être de ce que tu as fait pendant ta thèse ou de ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères commencer par quoi? Non, mais en fait, je peux parler tout a commencé effectivement pendant ma thèse quand je me suis intéressé aux rivières martiennes. En fait, hein. C'est vrai que sur Mars, on connaît depuis quand même pas mal de temps. On sait qu'il y a des rivières. Il y a eu des rivières sur Mars. Hein, donc, il y a eu près de 400 000 km de rivières anciennes qui ont été cartographiées à la surface de Mars. Et donc en fait, on en est encore à comprendre comment se sont formées ces rivières, comment l'eau en fait pouvait couler encore à la surface de Mars il y a 3 à 4 milliards d'années. En fait, une grosse partie des recherches, c'est d'essayer de comprendre justement à quoi ressemblait Mars à cette époque-là et si elle aurait pu abriter la vie ou le début de vie à la surface de Mars. Donc
que la motivation aujourd'hui, que ce soit des robots ou des chercheurs comme moi qui essayent de retracer l'histoire géologique globale, bah, c'est vraiment de savoir ce qui s'est passé il y a 3-4 milliards d'années à la surface de passé beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'il y a une histoire très complexe entre les rivières, la formation de rivières, de lacs, certainement d'océans, avec des tsunamis, avec du volcanisme. Bref, il se passait beaucoup de choses à la surface de la planète Mars, quoi. Et du coup, effectivement, il y a des traces d'eau ancienne sur Mars. Est-ce qu'il y a des traces aussi d'eau récente sur Mars? Alors, on a des traces d'écoulement à la surface récent, mais la présence d'eau liquide fait encore vraiment débat aujourd'hui. On a des traces d'écoulement, donc ça on en est sûr, mais on ne voit pas encore comment l'eau pourrait exister aujourd'hui du fait que la pression atmosphérique est très très faible et que par conséquent normalement la phase liquide n'est pas possible aujourd'hui. Mais on observe des écoulements explique par des phases de dioxyde de carbone, de CO2 en fait, puisqu'on sait qu'il y a de la glace carbonique, mais on est encore un petit peu dans le flou et c'est pas impossible quand même que l'eau joue un rôle encore dans l'érosion, même minime. Donc tout ça. Il y a des petites coupures. À développer, à connaître et à étudier, quoi. J'essaie de me reconnecter à l'impression que maintenant Internet. Ouais, t'as un petit problème de connexion de ton côté, je pense. T'es sur un Wi-Fi, pas si c'est... Ouais, t'es sur un Wi-Fi. Parfois le Wi-Fi, ouais, je suis sur un Wi-Fi. Selon les pièces, ça peut déconner. Alors, Tiens, bah, tu parlais de neige carbonique, du coup je vais en profiter pendant que tu te déplaces pour montrer du coup le pôle sud martien qui est fait principalement de neige carbonique, du coup de glace de CO2. Glace de CO2 qui a à pression... la pression terrestre, ce serait moins 78 degrés pour avoir de la glace de CO2. Très très froid, hein, ne mangez pas surtout. Du coup, Sylvain, donc on a parlé de l'eau passée, de l'eau potentiellement présente sur Mars, du cycle du carbone sur Mars. Tu as parlé de pression atmosphérique martienne. Peut-être pour les gens qui sont là, qui ne sont pas forcément calés en physique et en planétologie, est-ce que tu peux peut-être nous faire une petite présentation de à quoi ça ressemble sur Mars, c'est quoi le climat, les conditions, pour qu'on comprenne bien pourquoi l'eau liquide ne peut pas exister actuellement à la surface de Mars. Peut-être que les gens ne savent pas. En fait, la grosse différence majeure entre la Terre et la planète Mars, c'est la pression atmosphérique. En fait, aujourd'hui, la pression atmosphérique martienne, elle est 150 fois plus faible que la pression atmosphérique terrestre, hein, donc autant dire quasiment rien. Il y a évidemment très peu d'oxygène et c'est principalement l'atmosphère martienne est principalement constituée de dioxyde de carbone. Et en fait, la pression donc sur Mars est d'environ 6 millibars. À 6 millibars, en fait, vous savez que sur Terre, en dessous des températures en dessous de 0 degré, la glace est solide. Entre 0 et 100, elle est liquide et au-dessus de 100, elle va devenir sous forme de vapeur. Et en fait, sur Mars, la pression est tellement faible que la phase liquide n'existe pas. C'est-à-dire qu'on passe directement de la phase solide à la phase vapeur. C'est-à-dire que si on a une glace qui est à moins 1 degré et qu'on commence à la réchauffer, elle va passer directement à de gaz et donc ça va bouillir à 0 degré. Donc c'est une vraie différence, c'est vraiment cette atmosphère. Et en fait, cette atmosphère, elle était beaucoup plus importante il y a 3,5 milliards d'années. On pense que la planète Mars a perdu son atmosphère, hein, et donc c'est ce qui fait la grosse différence, c'est qu'effectivement la Terre a su conserver effectivement son atmosphère, alors que la planète Mars a perdu son atmosphère et a entraîné notamment la disparition de l'eau liquide à la surface. Et d'ailleurs, tout ce que tu dis, on peut montrer cet effet, mais pour de la glace de CO2 sur Terre, hein, si on met une glace de CO2 sur la table, effectivement, se sublimer aussi, passer directement
à l'état gazeux, hein. Et à ce propos, professeur Loufoque, inspiré par ce que tu racontais, nous envoie une photo de dunes martiennes, justement, qui présente des écoulements de CO2 qui se subliment. Et donc c'est pas des poils sur de la peau, hein, c'est vraiment de la glace martienne qui est en train de se sublimer. Ce ne sont pas des arbres, pas du tout, non plus. C'est vraiment un effet d'optique. Est-ce que tu avais vu cette image, Sylvain? Ouais, tout à fait. Très très belle. Donc, non, ce sont des. Mais c'est typiquement les écoulements où effectivement ça a été bien modélisé, le fait que le CO2 puisse faire des écoulements. Donc on le voit bien et ça correspond bien au cycle du CO2, mais c'est pas impossible quand même que ça soit mêlé aussi à des écoulements éventuellement d'eau. Par exemple, on sait que il peut y avoir. Vous êtes peut-être déjà baladé sur des dunes. Quand vous êtes en haut de la dune, vous pouvez casser la dune et vous allez avoir un écoulement granulaire, comme finalement comme avoir un écoulement d'eau. Et en fait, il se pourrait bien que dans certains endroits, notamment sur des dunes, on ait de la glace souterraine, et que cette glace, quand elle est en contact de l'atmosphère, elle va se mettre à bouillir. Et ça va faire plein de crépitements dans le sable. Et en fait, ces petits geysers qui existent lorsque ça bouillonne, ça va pousser les grains, ça va déstabiliser les grains, et on va avoir des écoulements à sec lancés par ce bouillonnement en fait de l'eau à la surface. Donc en fait, on a des processus où l'eau joue un rôle, mais qui peut déclencher aussi des écoulements granulaires à la surface de Mars. Donc c'est vrai qu'on est encore pas au bout de nos surprises, hein. Il y a plein de types d'écoulements récents et tout ça c'est vraiment étudié encore aujourd'hui grâce à l'imagerie haute résolution. Il ne faut pas oublier que Mars c'est quand même une planète, c'est grand, j'imagine, donc ce qu'on va étudier à un endroit est très, très, très spécifique. Et un autre endroit serait largement différent. C'est comme si on mettait un robot sur la Terre, on disait vas-y étudie la Terre, oui, tu me mets où? Tu me mets en Afrique, tu me mets en Amazonie, tu me mets... Enfin voilà, c'est... Il faut bien réaliser que la superficie de Mars, c'est à peu près l'équivalent de la superficie des continents sur Terre. C'est ça. Ça veut dire que globalement, en roche pure, enfin en terrain, on a autant sur Mars à étudier que sur Terre. Donc ça fait beaucoup, hein, et c'est vrai qu'il y a évidemment des grosses différences entre les terrains au pôle Nord, à l'équateur, et donc il y a une vraie diversité géologique à la surface de Mars qui est évidemment intéressante. Puis avec l'altitude aussi, j'imagine que la pression n'est pas du tout la même au fond de Valles Marineris qu'au sommet d'Olympus Mons. Tout à fait, exactement. Et donc on a effectivement tout un climat. Il y a un cycle, hein, aujourd'hui. On sait qu'il y a des nuages, on sait qu'il y a des tornades, on sait que il y a une vraie dynamique atmosphérique à la surface de Mars. Il y a des tempêtes, il y a tout ça. Donc évidemment Mars actuel n'est pas si mort que ça, hein. Il se passe encore beaucoup de choses à la surface, même si évidemment les processus sont moins complexes qu'il y a 3-4 milliards d'années. Et Mandalore l'écrit, il dit évidemment ça veut dire que Mars aurait perdu de la pression depuis l'époque où il y avait de l'eau liquide. C'est exactement ça en fait. On pense que Mars et la Terre, il y a 3-4 milliards d'années, avaient finalement une histoire très commune avec une atmosphère très dense. Et en fait, la grosse différence, c'est le champ magnétique. C'est que la Terre a aujourd'hui un champ magnétique qui nous protège, qui protège notamment notre atmosphère des interactions entre l'atmosphère et le vent solaire. La planète Mars avait un champ magnétique, mais elle a perdu son champ magnétique. Et c'est certainement à cause de la perte de ce champ magnétique que l'atmosphère de Mars a été soufflée par le vent solaire. Donc en fait, la grosse différence entre Mars et la Terre, c'est effectivement que Mars a perdu son champ magnétique. On ne sait pas encore trop pourquoi, mais c'est certainement ce qui a fait que la planète Mars a eu une évolution divergente par rapport à la Terre, avec effectivement la perte de son atmosphère et la perte de l'eau liquide à sa surface. C'est vrai qu'en plus Mars était, je crois qu'elle est à la limite de la zone habitable, à la limite extérieure, donc si elle avait été assez massive, peut-être qu'elle aurait eu un destin tout à fait différent. Alors, professeur Loufoque, comment on a su qu'elle avait un champ magnétique? En fait, si on a eu des sondes qui ont mesuré le champ magnétique, en fait, les anomalies magnétiques des roches. Et évidemment, les roches, quand elles fondent et qu'elles se refroidissent, elles enregistrent le champ magnétique du moment. Et donc, on a des roches qui sont très anciennes sur Mars qui ont enregistré le champ magnétique ancien. Et donc, on a des roches qui ont 3,5-4 milliards d'années qui ont cette trace du champ magnétique. Et par contre, des roches qui ont 3 milliards, 2 milliards d'années qui n'ont plus ce champ magnétique. Donc, on sait que Mars a perdu son champ magnétique autour de 3,5 milliards d'années.
et c'est à ce moment-là qu'on sait que la planète Mars a perdu aussi son eau liquide. Donc il y a un vrai lien entre effectivement l'atmosphère et la présence d'écoulement à la surface de la planète Mars. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il reste de l'eau liquide sous la surface? Alors il y a des, je vais pas dire on sait, on pense que il y a des, notamment des données radars qui ont dit que peut-être il y avait des choses en profondeur. C'est très probable. Effectivement, à une certaine profondeur, on pourrait tout imaginer, totalement imaginer encore des poches d'eau liquide. Mais pour le démontrer véritablement, c'est très compliqué. Hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'on connaît bien la surface, mais par contre, ce qui manque véritablement dans l'étude de la surface martienne, c'est le sous-sol. C'est-à-dire que certes, on a accès à des radars qui nous vont donner des informations, mais on manque quand même cruellement de données de forage, de données sismiques, de données tout ça. Donc c'est vrai que, par exemple, faire un vrai réseau sismique sur Mars, ça aurait un vrai intérêt pour essayer de comprendre ce qui se passe un peu plus en profondeur. Donc voilà, donc ça c'est peut-être l'avenir, hein, on le verra, mais avec la mission InSight, le fait que InSight montre que Mars est sismiquement actif, qu'il se passe des choses, bah ça pourrait motiver peut-être dans le futur les agences spatiales à remettre le couvert et à refaire peut-être un vrai réseau de sismomètres à la surface de Mars. Ouais, j'en profite, je mets une petite. Je vais essayer peut-être de trouver une photo de CEIS, le petit sismomètre. Ah voilà, petit sismomètre martien. Attends, je vais agrandir l'image. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as travaillé sur cette mission-là, toi, ou pas du tout? Non, j'étais beaucoup en interaction avec l'équipe, avec notamment Philippe Lenonnet. Donc j'ai suivi parce que j'ai encadré j'étais dans des comités de suivi de thèse d'étudiants de cette mission-là. J'ai bien suivi, mais j'ai pas bossé directement, même si évidemment toute la région est extrêmement intéressante hein, d'un point de vue géologique. Donc en tout cas les découvertes qui ont été faites sont vraiment importantes et c'est une mission vraiment réussie. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça quand même révolutionne assez notre vision quand même des choses. Donc c'était une super mission. Ta thèse, du coup, c'était quoi la problématique, le sujet de ta thèse? Quelle était la question que tu essayais de résoudre? Est-ce que c'est résolu ou pas encore? Voilà. Alors, en partie, le sujet, c'était datation et morphologie des vallées fluviales sur Mars. Donc, en fait, on essayait de comprendre quand les rivières avaient fonctionné. Donc, évidemment, notre seule manière de dater les surfaces planétaires, c'est les cratères d'impact. C'est-à-dire que les cratères d'impact sont des espèces de chronomètres qui nous permettent de dater les surfaces et d'essayer de dater les différents processus. Et donc, c'est comme ça qu'on sait que les rivières sur Mars existaient il y a 3,8 milliards d'années, que globalement, elles se sont arrêtées autour de 3,5 milliards d'années. Donc, on a des âges comme ça, sur lesquels il y a des incertitudes, bien sûr, mais on a une idée quand même assez nette aujourd'hui de la chronologie des événements géologiques à la surface de Mars. D'accord. Ok. Et donc, effectivement, donc tu as travaillé sur ces choses-là. Oui, parce que faut dire quand même que les cratères, plus il y en a, plus c'est vieux. C'est ça le principe. Exactement. En fait, dans les années, quand on a envoyé les sondes, les missions Apollo et les missions Luna à la surface de la Lune, il y a eu des échantillons lunaires qui ont été ramenés, ils ont pu être datés sur Terre, et on s'est rendu compte que ces roches qu'on arrivait à dater, eh bien, on pouvait faire une relation avec la densité de cratères. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte à la surface de la Lune, plus la densité de cratères sur un terrain était forte, plus la roche qu'on avait ramenée était ancienne. Et donc, il y a pu avoir une loi qui a été créée une relation entre la densité de cratères et l'âge des terrains. Et cette loi, c'est ce qui a été reprojeté sur les différents corps planétaires et sur Mars. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, en comptant les cratères et en définissant une densité, d'avoir une idée de l'âge du terrain et de pouvoir comparer comme ça les différentes unités géologiques à la surface de Mars. Et d'ailleurs, si on regarde le nombre de cratères de l'hémisphère sud de Mars, il est plus important que l'hémisphère nord. J'ai cru comprendre qu'on pense qu'il y avait un océan à la surface de Mars du côté nord. Oui, alors donc, effectivement, Mars, la géographie martienne, au premier ordre, c'est une planète qui est coupée en deux, ce qu'on appelle la dichotomie martienne. C'est-à-dire que dans le nord, il y a des plaines basses, très peu cratérisées, avec une altitude moyenne d'environ moins 3 km sous le niveau moyen. Et puis, dans le sud, des terrains hauts
à plus de 3 km d'altitude, très cratérisés. Donc en fait, on voit bien que les terrains très anciens, ce sont les terrains qui sont dans le sud, qui ont été qui finalement ont peu évolué depuis 3,5 milliards d'années. L'origine de cette dichotomie en tant que telle, donc tu as raison, hein, il y avait un océan dans l'hémisphère nord, mais il y a un océan parce qu'il y avait déjà une dépression. Par contre, l'origine de la dépression et des plaines de l'hémisphère nord, c'est encore très discuté. Certains pensent qu'il y a eu un impact géant au début de l'histoire de Mars qui a décapité la moitié de la planète Mars et qui a provoqué ces plaines. D'autres pensent au contraire qu'il y a eu un volcanisme très intense qui a rendu épais la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Donc l'origine de la dichotomie est encore discutable. En tout cas, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Hein. C'est ce qu'on a démontré en 2020, c'est que, eh bien, dans les terrains de l'hémisphère sud, on a certainement un continent caché en fait. Donc, en fait, l'histoire des terrains est multiple, c'est-à-dire qu'il y a eu du volcanisme, il y a eu des bassins d'impact, il y a eu la formation de continents comme peut-être on l'entend sur Terre. Donc, en fait, l'histoire de Mars, souvent, on veut essayer de la rendre plus simple parce que ça nous facilite les choses de raconter une histoire simple. Mais en fait, elle est certainement beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine avec toute une diversité de processus qu'on n'a même pas encore totalement compris. Oui, puis contrairement à la Terre, on ne peut pas les gratter où on veut sur Mars. Exactement. Donc il y a certes une dizaine de robots qui s'est posé à la surface de Mars, mais voilà, c'est comme imaginer retracer l'histoire de la Terre en allant juste à 10 endroits sur Terre. C'est évidemment, il faut bien réaliser que l'histoire géologique de la Terre, on la connaît bien parce que ça fait 2 siècles que tout le monde, qu'on a voyagé à travers le monde, qu'on a pu échantillonner les roches, qu'on a pu dater énormément de roches, et donc on a une histoire géologique concrète, quoi, et très contrainte. Donc c'est vrai que sur Mars, on en est au balbutiement, on a beaucoup de données spatiales, mais voilà, si on veut progresser, il va falloir continuer à explorer la surface martienne. Mais d'autant plus que sur Terre, on y va nous-mêmes chercher les cailloux. Faire ça par rover interposé, ça pose en plus, j'imagine, une difficulté, parce que le rover, il fait que ce qu'on lui a demandé, mais il ne peut pas prendre des initiatives. Enfin... C'est ça, c'est-à-dire que c'est là où en fait on peut se poser la question, est-ce que voilà, on ferait bien d'avoir une base martienne permanente avec des scientifiques qui sont capables de bouger, d'aller étudier la surface à différents endroits. Donc ça, effectivement, c'est une exploration qui serait vraiment très intéressante. S'il y a une raison d'envoyer un jour un homme sur Mars, ça serait pour ça. Ça serait évidemment pas une colonisation ou quoi que ce soit. Hein. Et Géol Intrépide tout à l'heure parlait de terraformation. On est complètement, pour l'instant, c'est complètement utopique d'imaginer une terraformation ou une colonisation comme Elon Musk le raconte. Pour l'instant, si déjà on en arrive à envoyer quelques humains à la surface de Mars pour voir ce qui s'y passe, c'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une pression 6 millibars, une température moyenne de moins 53, impossible d'y vivre, pas de champ magnétique, donc effectivement une interaction avec les rayons solaires permanente, des impacts qui arrivent quand même régulièrement. C'est quand même pas l'endroit le plus cool. Voilà, hein, c'est clairement c'est passionnant d'aller étudier la planète Mars, mais pour y habiter, bof quoi. Et puis 50 millions de kilomètres, l'hôpital le plus proche. C'est ça. Ah, il va falloir en faire un petit hôpital sur place, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. On rentre pas comme ça de la planète Mars, comme on pourrait même rentrer de l'ISS, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que c'est une grosse différence de l'exploration, même la Lune. Hein, si on va se promener à la surface de la Lune, bon. On sait qu'en 3 jours, on est de retour sur Terre et c'est possible. Sur Mars, tout devient complexe et on n'a aucune idée si l'homme est capable d'aller vivre 2 ans en dehors de la Terre, en fait. Hein. Enfin, aussi loin de la Terre. Serait-ce que le voyage, déjà. Tout à fait. Il suffit qu'il y ait une grosse tempête solaire pendant le voyage, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de questions à résoudre. Non, mais tout, voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment mesurer, c'est-à-dire que certes, Elon Musk fait avancer des choses, il bouscule un peu ce qui se passe actuellement, mais il est quand même complètement, pour l'instant, c'est complètement utopique ce qu'il raconte sur l'exploration martienne en tant que telle. Donc il faut vraiment revenir un peu, voilà, sur le basique et déjà imaginer, voir si c'est possible d'y aller faire un tour. On espère tous pouvoir assister au premier pas d'un homme sur une femme à la surface de Mars, mais c'est pas pour demain, quoi.
On aura bien sûr beaucoup plus tôt que ça le premier pas, des nouveaux pas sur la Lune. Ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez plus rêver de voir durant votre vie. Exactement. C'est plus proche, plus réalisable. Mais pour l'instant, pour les premiers pas sur Mars, il va falloir attendre un petit peu. Alors, juste, j'en profite pour rappeler que bon, Mark Watney sur Mars, il serait quand même pas propulsé comme c'est arrivé. Tu parlais de tempête martienne tout à l'heure. Ce serait quoi le... Imaginons, on a une base martienne. Ce serait quoi quel problème poserait le climat sur Mars pour ces astronautes-là? Qu'est-ce que tu disais 96% de CO2, 150 millibars. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui poserait problème? En fait, finalement, évidemment, ce qu'on explique dans Seul sur Mars, hein, cette histoire de tempête, certes, une tempête, c'est problématique parce que ça peut recouvrir de poussière. On le voit bien, hein, InSight est en train de mourir parce que elle a ses panneaux solaires de recouvert, mais en aucun cas, du fait de la densité de l'atmosphère, une tempête pourrait faire basculer la fusée dans Seul sur Mars. Hein. Donc oui, c'est gênant une tempête. Oui, ça serait gênant d'avoir plein de particules fines qui pourraient rentrer dans tout ça, mais ça serait pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est évidemment quand même de pouvoir s'y installer, de se protéger du rayonnement cosmique, des impacts quand même, parce que voilà, l'atmosphère étant fine, on le voit bien, hein, régulièrement il y a quand même de petits impacts, donc il va falloir quand même imaginer un moyen quand même de s'isoler un minimum des petits impacts, hein, même si l'atmosphère les filtre un petit peu, mais ça arrive quand même régulièrement, donc ça c'est un risque non négligeable quand même. C'est vrai que Mars n'ayant plus de champ magnétique, l'atmosphère est très fine, donc il n'y a pas grand chose, que ce soit champ magnétique ou atmosphère, pour protéger ce qui vient de l'espace, que ce soit les particules du soleil, que ce soit les UV même aussi. Il n'y a pas de couche d'ozone sur Mars, donc voilà, c'est vraiment, il faudra peut-être penser dans des tunnels de lave, voilà, c'est vraiment le futur très lointain. Mais sans parler de colonisation martienne, qu'est-ce que ça apporte du coup à l'humanité, tout ce qu'on connaît sur Mars? Est-ce que c'est des connaissances dont on peut se servir pour mieux comprendre ce qui se passe sur Terre également? En fait, je pense quand même que depuis le début de l'exploration spatiale, on n'a qu'une envie de savoir, c'est s'il y a eu de la vie ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la Terre est la seule planète où on sait qu'il y a eu de la vie, qui est apparue il y a à peu près 3,8 milliards d'années. Ça changerait tout de trouver des traces de vie sur une autre planète. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on peut pas dire que la vie est apparue ailleurs. Certes, on peut dire que oui, il y a une probabilité qu'elle existe ailleurs, etc. Mais force est de constater que pour l'instant, on l'a jamais trouvée ailleurs. Donc aujourd'hui, la planète Mars est l'un des meilleurs candidats pour chercher cette vie primitive. C'est ce que fait Persévérance. Elle gratouille, elle explore, essaie de trouver de la matière organique, peut-être des traces fossiles de bactéries anciennes, etc. Et c'est vrai que c'est quand même le premier objectif de ces missions martiennes, c'est de comprendre si la vie a pu apparaître presque de la même manière que sur Terre. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que sur Terre, on a très peu accès au terrain ancien, c'est-à-dire que la majorité des terrains sur Terre les océans à 70% vont avoir 100, 200 millions d'années maximum. Les continents vont peut-être avoir 1, 2 milliards d'années. Et en fait, des terrains qui ont 3, 4 milliards d'années, c'est quasiment peanuts sur Terre. Ouais, ils sont dans le manteau maintenant, en fait. Ils sont redescendus par la suite. Exactement, avec la tectonique des plaques, on a eu un renouvellement permanent de la croûte. Et donc, du coup, on n'a pas du tout accès à ces terrains anciens. Donc, quand on va sur Mars, c'est l'inverse. La majorité des terrains ont 3, 4 milliards d'années. Donc, évidemment, si on trouvait de la vie, ça nous aiderait à comprendre comment, potentiellement, les premières croûtes se sont formées, comment la planète Mars. Donc, c'est sûr que on apprendrait quand même de la Terre, et puis voilà, de se dire qu'il y a eu de la vie là. La vie est apparue sur Mars, sur la Terre. Bon, il y a une forte probabilité qu'elle se soit développée ailleurs aussi. Donc, ça changerait beaucoup de choses de se dire que de trouver de la vie sur Mars et de comprendre comment elle est apparue sur Mars. Effectivement, c'est un des sujets effectivement qui anime les astronomes, hein. D'où est-ce qu'on vient, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Peut-être que ça
peut permettre aussi de mieux comprendre la Terre pour tout ce qui est changement climatique, etc. Savoir quelles conditions il y a sur d'autres planètes. Ouais, alors bon, ce qui est sûr, c'est que on se demande ce que va devenir la Terre plus tard, avec ou sans humains. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que l'étude du champ magnétique terrestre est quand même encore quelque chose de très obscur. C'est-à-dire que est-ce qu'un jour le champ magnétique terrestre peut disparaître du jour au lendemain? Ça, certes, c'est quelque chose qui semble stable, on vit avec tranquillou, il se passe des inversions du champ magnétique, des choses comme ça. Donc on vit très bien aujourd'hui, mais en fait, on ne sait pas comment un champ magnétique peut disparaître. Donc qu'est-ce que fera le champ magnétique dans 1 million d'années, 100 millions d'années, 1 milliard d'années? Ça, on n'en sait rien. Donc évidemment, on sera plus là pour le voir, mais c'est quand même des choses qui interpellent sur l'avenir lointain de la Terre. Et évidemment, en enlevant toutes les considérations du changement climatique qu'on voit actuellement sur Terre, mais de pouvoir peut-être plus se projeter sur que va devenir la Terre dans l'avenir. Dis-moi Sylvain, est-ce que tu as travaillé sur des missions spatiales martiennes? Du coup, quelles sont celles sur lesquelles tu as travaillé? Des données qui viendraient de... moi j'ai travaillé. Oui, moi j'ai surtout travaillé sur les missions orbitales, donc beaucoup avec Mars Express. Donc effectivement, les données de la caméra HRSC. Aujourd'hui, on travaille encore avec les données Oméga du spectromètre Oméga. Et puis, on travaille évidemment beaucoup avec les données des missions américaines, hein, notamment Mars Reconnaissance Orbiter, avec l'imagerie, que ce soit iRISE. Donc c'est de l'imagerie haute résolution. Hein. La caméra Context nous permet d'avoir des détails de 5 mètres par pixel. La caméra iRISE jusqu'à 30 cm par pixel. Donc on a vraiment des données très haute résolution. Et puis avec notamment aussi le spectromètre CRISM qui nous permet d'avoir des signatures minéralogiques à distance et de comprendre un peu la composition des roches à distance. Donc moi, c'est vrai que j'ai travaillé essentiellement sur les données orbitales. Hein. Je me suis jamais mis à l'in situ parce que c'est un autre sport. Je trouve que on a de quoi faire en orbital. C'est vrai que le fait est que depuis ma thèse, j'ai jamais été incorporé en tant que tel dans une mission in situ parce que j'ai jamais cherché à le faire. C'est un autre investissement, un peu différent. C'est important, mais c'est vrai que moi j'ai besoin une étude, voilà, une vue d'ensemble. Et c'est vrai que les missions comme Perseverance, Curiosity, qui sont évidemment importantes, sont très pointilleuses. On s'attaque à un endroit sur Mars. Et c'est vrai que c'est moins ma cam de ce point-là. On revient à l'idée que si on veut étudier la Terre avec un robot, où est-ce qu'on met le robot? Une planète, c'est grand, effectivement. C'est ça. Et peut-être que ce qu'on va découvrir dans le cratère G0, qui est un ancien lac, ce ne sera pas pareil que dans un autre lac. Enfin, c'est effectivement très... Non, c'est ça, mais après, je pense qu'il va falloir aussi divertir les sites, c'est-à-dire que c'est bien sympa de chercher la vie, hein, j'ai rien contre, mais bon, Gale était un lac, G0 est un lac, il y a les terrains de l'hémisphère sud martien sont encore complètement inexplorés parce que pour le moment, on n'a pas réussi à poser des sondes à haute altitude. Voilà, c'est plus accidenté, c'est plus haut, donc plus difficile à s'y poser. On a toute la planète est à explorer, donc c'est sûr qu'on a envie d'aller explorer là où il y a des dépôts hydratés, où on sait qu'il y a de l'eau qui a coulé, parce qu'on se dit on pourrait peut-être trouver de la vie. Mais peut-être qu'on pourrait avoir des surprises à d'autres endroits où en fait on n'imagine même pas qu'on trouverait des choses intéressantes. Donc c'est vrai que voilà, c'est le début de l'exploration. On va peut-être rentrer dans une phase d'exploration où il y aura des hélicoptères. Hein, la NASA en parle de plus en plus, des gros hélicoptères qui seront capables de migrer à différents endroits, de faire des sauts de puce de 100 km pour aller explorer différents sites, et notamment dans les terrains de l'hémisphère sud. Donc ça va être une nouvelle ère, c'est-à-dire d'exploration. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux rovers, de mission vraiment de rovers. Alors bon, il y a ExoMars qui peut-être un jour
jour partira, mais on a la prochaine peut-être décennie sera donc on risque d'avoir un petit trou quand même dans les missions martiennes dans les prochaines voilà à la fin 2020 des années 2020, mais ça va certainement reprendre avec une nouvelle série de missions, peut-être avec justement ces hélicoptères qui vont changer un peu la façon d'explorer la planète Mars. C'est vrai qu'avec Ingenuity, ils ont pu démontrer que ça fonctionnait. Elle devait, devait faire quelques vols, elle en a fait 45, un truc comme ça, 46 je crois maintenant. Tout à fait, ouais. Voilà, on sait qu'on peut voler à la surface de Mars, c'était quand même pas gagné, et c'est vrai que ça a changé quand même le paradigme pour finalement une mission qui était un hélicoptère qui était à peine prévu et à peine financé dans la mission. Aujourd'hui, on parle d'hélicoptère pour aller chercher les échantillons, pour aller étudier les terrains de l'hémisphère sud. Donc ça a complètement changé cette vision d'exploration parce que mine de rien, tous les rovers, même voilà, en 10 ans. Persévérance, Curiosity vont avoir fait quelques dizaines de kilomètres à la surface, alors qu'un hélicoptère pourrait aller se poser à droite et à gauche. Et donc, voilà, c'est complémentaire et ça changerait un petit peu. Donc, on parle même d'hélicoptère pour Titan, la plus grosse lune de Saturne d'ailleurs, qui a aussi une atmosphère, la seule atmosphère en fait. Tout à fait. Et le Dragonfly, cette mission qui va partir, ça c'est une mission qui va être aussi incroyable à suivre. Là, c'est un nouveau challenge qu'on n'a jamais réalisé. Donc, de pouvoir aller explorer comme ça avec des drones capables de décoller, de réatterrir, etc., ça va être vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut dire que Mars, c'est la planète qu'on connaît le mieux en dehors de la Terre ? Oui, il n'y a pas de problème. Effectivement, vu le nombre de sondes qu'on a, on voit bien, il y a eu un énorme engouement, notamment depuis 25 ans, et c'est vrai que c'est là où on a le plus de données, clairement, et on a des détails, on a énormément d'années à analyser encore pendant plusieurs décennies, je pense. Donc, il y a de quoi faire. Donc, du coup, tu as travaillé pendant ta thèse sur tout ce qui est les rivières martiennes. Est-ce que tu as continué en postdoc ? Parce que souvent, quand j'interroge des gens, ils me disent qu'ils ont changé de sujet entre la thèse et le postdoc. C'est mon cas aussi, d'ailleurs. Est-ce que tu as pu continuer sur ta lancée ou est-ce que tu t'es un peu réorienté après ta thèse ? Alors, les deux, c'est-à-dire que j'ai changé de thématique un petit peu parce que je me suis mis à travailler sur les impacts, notamment les flashs lunaires. Et puis, c'est là où j'ai fait mon postdoc à l'Observatoire de Paris. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler sur les impacts, sur les météores sur Terre. C'est là où on a eu l'idée de créer le programme Fripon. Mais tout en parallèle, j'ai continué à travailler à la surface de Mars. Et voilà, et donc c'est une science que j'ai jamais abandonnée. Et en fait, entre 2010-2012, j'ai peut-être fait un peu moins de Mars, mais je l'ai retrouvé très très rapidement quand j'ai eu mon poste de maître de conférence à Paris-Saclay. Et donc j'ai continué à travailler sur Mars et je continue. Et c'est quand même ma thématique principale, on va dire, de recherche. D'accord. Donc en fait, tu as actuellement deux thématiques. Tu as Mars. Est-ce que tu travailles toujours sur les rivières martiennes ou est-ce que c'est plus diversifié ? Oui, je travaille toujours sur les rivières martiennes. En fait, le truc, c'est que je me suis diversifié, c'est-à-dire que les rivières martiennes, je les étudiais comme juste un outil, enfin comme un objet géologique. Aujourd'hui, j'essaye de remettre tout en perspective, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre la formation des rivières, la formation à quoi ressemblait l'atmosphère, le volcanisme en même temps, les déformations tectoniques, etc. C'est-à-dire que j'essaye de voir vraiment Mars dans un ensemble, plus que voilà, il y avait de l'eau qui coulait et quand est-ce qu'elle coulait. J'essaye de comprendre où elle coulait, comment on fait est-ce qu'il y a eu de la tectonique, comment se formaient les premières croûtes, voilà, d'essayer de tout mettre. Donc c'est à la fois de la géomorphologie, mais c'est aussi faire de la géophysique, de la géochimie, bref, c'est d'essayer d'être complexe et de mettre un petit peu tout en perspective pour avoir un peu une big picture qui tient la route, quoi. Oui, encore une fois, c'est comme quand on étudie la Terre, il faut plein de disciplines différentes qui vont communiquer entre elles pour avoir une bonne image de ce qui s'est passé sur la Terre au fil des milliards d'années. Et c'est un peu pareil. C'est ça, et en fait aujourd'hui, Mars, c'est sûr qu'il y a des climatologues, il y a des sismologues, on a quasiment autant de spécialités sur Mars que sur Terre. Donc il s'est passé tellement de processus. On a de la glaciologie, on a de la
climatologie, on a énormément de tout ce qui existe sur Terre. Globalement, on l'a aussi sur Mars. Peut-être évidemment moins contraint parce qu'on a moins de données, mais quand même, on a des spécialistes de la Terre qui se sont de plus en plus penchés sur le cas de Mars parce qu'on a de plus en plus de données. Avant qu'on passe sur la thématique des impacts et des météorites, justement, ton autre thématique, je ne sais pas si on peut vraiment diviser tes thématiques en deux, mais j'imagine que ça doit se relier dans tous les sens. Ça tient la route. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sylvain sur Mars avant qu'on passe du coup au deuxième sujet? Dites-moi dans le chat. Il y a professeur Loufoque qui dit: qu'en est-il des lunes de Jupiter? C'est un peu vague comme question, ça, professeur Loufoque. Qu'en est-il quoi? De l'eau, de la vie, de l'évolution géologique des lunes de Jupiter? Qu'est-ce que tu veux dire par là, professeur Loufoque? Est-ce que... Non, je pense qu'après, on a bien fait les questions au fur et à mesure. On a parlé de la terraformation. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre nous et vous dans le chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Non, ça parlait pas de Jupiter, ça parlait de Mars. Papillon 78. Professeur Loufoque, il me semblait que l'une des lunes Europe était pressentie pour rechercher de la vie en raison d'océans sous la surface. Ah oui, des océans sous-glaciaires sur les lunes de Jupiter. Après, c'est peut-être un peu loin de ton sujet à toi, Sylvain. Non, mais enfin, bon, oui, c'est un petit peu loin, mais quand même, le point, tout à l'heure, tu parlais de zone habitable, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept de zone habitable est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a décrit la zone habitable comme étant finalement la possibilité d'avoir de l'eau liquide à sa surface. Et donc potentiellement de se dire, bah voilà, là où il y a de l'eau liquide, potentiellement il y a de la vie. Mais en fait, ce qu'on a oublié, c'est finalement cette troisième dimension. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en dehors de la zone habitable, théorique, qu'on ne pourrait pas avoir de la vie. Et les satellites de Jupiter et d'Europe et de Saturne en font partie. C'est-à-dire qu'on est en dehors de la zone habitable, mais on pourrait tellement effectivement imaginer sous cette croûte de 10-100 km d'épaisseur de glace d'avoir effectivement ces océans liquides. Il y a de plus en plus de preuves de cet océan liquide. Et à ce moment-là, tout est ouvert. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans ces océans d'eau liquide? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Là, on peut rêver. Hein. C'est vrai que c'est pas de mal avec. On ira forer à 10-100 km sur Europe, en Slade, etc. De grosses questions éthiques se poseront quand on le saura d'ailleurs. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de missions spatiales qui commencent à s'intéresser à ces satellites de glace. Donc ouais, ça va être des thématiques qui vont vraiment se développer dans les prochaines décennies. D'ailleurs, tu parles de... Il y a Papillon qui parle de... Oui, tout à fait. Juste avant la question de Papillon, je voulais juste préciser que même dans Pluton, sous la surface de Pluton, on pense qu'il y a de l'eau liquide. C'est là où il y a le cœur de Pluton, là, ce qu'on a découvert. Donc, c'est vrai que la notion de zone habitable est en train d'évoluer. Donc oui, effectivement, Papillon pose une question sur la poussière de Mars. Papillon te demande si la poussière de Mars est plus nuisible que la poussière sur Terre pour l'électronique et les optiques. C'est vrai que tu as parlé de couverture des panneaux solaires, donc qui fait une baisse d'énergie. Qu'en est-il de l'électronique? Parce que c'est des poussières micrométriques. Oui, alors, bon, il y a de tout. Ce qui semble quand même, c'est que certes, c'est un problème surtout pour les panneaux solaires. Ce qu'on voit quand même dans la durée de vie de, par exemple, Curiosity, ça fait 11 ans quand même que le robot roule et il n'a pas eu de problème tant que ça d'électronique ou quoi que ce soit. C'est quand même, on a quand même une certaine stabilité assez incroyable, hein, et là, persévérance, c'est un peu le pari qui se fait que dans 10 ans, il marchera encore. Donc c'est vrai que c'est un problème pour la visibilité, pour les panneaux solaires, mais bon, Curiosity et Persévérance, par exemple, marche au plutonium, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que la poussière, c'est un peu comme sur la Lune, c'est-à-dire que je pense que ce sera un problème au moment où on fera des allers-retours entre un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire que pour les combinaisons, pour pas contaminer l'intérieur, pour pas, enfin bref, il y aura exactement, il y aura toute cette problématique, donc un petit peu comme ça a été le cas sur la Lune. Mais en tout cas, les robots, pour l'instant, ils souffrent pas trop en dehors de la couverture sur les panneaux solaires. Oui, ce qui est surtout arrivé, c'est ça, et les ensablements aussi. Je crois que c'était Spirit ou Opportunity qui était ensablé, je sais plus lequel des deux c'était.
Oui, bah c'est ça, c'est qu'en fait, de temps en temps, il faut pas faire marcher les robots sur des pentes trop fortes et trop sableuses pour pas se retourner ou pour pas s'enliser. Donc, quand on a un robot à $1 milliard, bah, c'est sûr qu'on évite de le faire rouler n'importe où. Et donc, bah, quand on veut escalader des pentes et l'explorer, bah, il faut souvent prendre des grands contours pour faire attention et d'y aller mollo, quoi. Voire même prendre une maquette sur Terre et faire des essais déjà Ouais, sur des tout à endroits fait. simulés. Tout à fait. Donc, Sylvain, tu as travaillé aussi pour ce qui concerne les impacts de météorites. Tu travailles également avec le projet Fripon et Vigiciel. Déjà, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Et peut-être avant de commencer ce sujet, est-ce que tu peux peut-être définir les termes principaux, météorite, météore, étoile filante, impact, histoire que tous ces termes qui peuvent être un petit peu mélangés dans l'esprit du public puissent être bien séparés, qu'on commence avec la bonne représentation mentale pour tout le monde. Tout à fait. Alors, si je refais l'historique, en fait, comment je suis arrivé au cratère d'impact, et à l'impact, c'est que, comme je vous l'ai dit, pendant ma thèse, je m'intéressais aux moyens de dater les surfaces planétaires par les cratères d'impact. Et donc, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait des limitations à ces méthodes de datation et que pour dater les surfaces, il fallait essayer d'améliorer les connaissances sur l'évolution du flux d'impact. C'est-à-dire combien d'impact existe tous les, je sais pas, millions d'années sur la surface. Parce qu'évidemment, si on ne connaît pas le flux d'impact, on n'arrive pas à dater correctement les surfaces planétaires. Et donc, c'est là où, en fait, donc, les cratères d'impact, c'est le résultat de la collision d'astéroïdes à la surface des planètes. Donc, la majorité des astéroïdes tournent entre Mars et Jupiter. Et ces astéroïdes, il y a des Mars-croiseurs, des géocroiseurs, c'est-à-dire qu'il y a, depuis 3-4 milliards d'années, des astéroïdes qui viennent impacter la surface de Mars ou de la Terre ou de la Lune pour former ce qu'on appelle des cratères d'impact. Donc ça, c'est les astéroïdes. Et les astéroïdes, tout comme les comètes, sont à l'origine de collision de matière interplanétaire avec la Terre. C'est-à-dire que quand vous avez un morceau d'astéroïde ou de comète qui rentre en collision avec la Terre, vous allez former une belle étoile filante, qu'on appelle aussi dans le langage scientifique un météore. Et quand les objets sont assez gros pour traverser l'atmosphère, eh bien, ça peut donner éventuellement lieu à une météorite au sol. Donc, en gros, quand on a des particules toutes fines, comme quand on voit les étoiles filantes au mois d'août, de l'ordre du millimètre, en fait, ça fait une belle étoile filante, mais globalement, le météore, en fait, cesse de briller à peu près à 70 km d'altitude et il n'y a rien qui arrive au sol. Donc, ça, c'est pour les petits objets de quelques millimètres, voire quelques centimètres. Pour les objets intermédiaires de quelques centimètres à quelques mètres, eh bien, les objets traversent l'atmosphère, sont ralentis et peuvent donner lieu à une météorite au sol. Et pour les objets de plus de 10, 20, 30 mètres, l'objet est suffisamment gros pour ne pas être ralenti et il arrive à pleine vitesse sur la surface et il va former un cratère d'impact. Et donc, en fait, la question scientifique qui est derrière ça, depuis effectivement mon début de mon postdoc en 2010, c'était est-ce qu'on est capable de quantifier le flux d'impact à la fois présent et passé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder les flashs d'impact à la surface de la Lune, parce que sur la Lune, avec un petit télescope et une caméra, on arrive à détecter des impacts en train de se former qui créent une petite lumière à la surface de la Lune. Et évidemment, sur Terre, on est aux premières loges pour voir ces objets de quelques millimètres à quelques mètres rentrer dans l'atmosphère et à comprendre ce flux d'impact et de pouvoir le mesurer. Et donc, c'est effectivement comme ça qu'en 2012, on a eu l'idée de créer le programme Fripon. Donc, Fripon, vous pouvez aller faire un tour sur fripon.org, qui est Fripon, c'est Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Là, on est allé le chercher loin, l'acronyme. Comme tous les acronymes en français, en général, on a structuré comme ça. Donc, un réseau d'observation de matière interplanétaire. Et donc, c'est un réseau, en fait, qui est constitué aujourd'hui de plus de 150 caméras en France et un peu aussi à l'extérieur en Europe et ailleurs, qui surveillent en permanence la chute qui détectent les grosses étoiles filantes et qui permettent de détecter éventuellement l'entrée atmosphérique d'objets millimétriques à métriques.
Donc régulièrement, on a de la détection d'étoiles filantes et ça peut arriver qu'il y ait des objets un peu plus gros, comme ça a été le cas effectivement le 13 février dernier au-dessus de la Normandie. J'ai mis voilà. en parallèle la petite vidéo de Fripon du coup. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces termes-là? Est-ce que vous avez bien compris que les astéroïdes c'est dans l'espace, les météorites c'est quand ça touche le sol, les météores c'est quand on le voit dans l'atmosphère? Est-ce que vous avez bien ça en tête dans le chat? C'est bon? Et du coup on a voilà, du coup Mandalore, tu poses la question que j'allais poser à Sylvain, c'est parfait. Pourquoi est-ce qu'il y a une lumière quand on a un impact sur la Lune? Il n'y a pas d'atmosphère pour brûler. Eh ben, tu as bien compris les choses, Mandalore, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc effectivement, quand on a un petit morceau de comète ou un morceau d'astéroïde qui arrive à la surface de la Lune, bah nous, ça fait une belle étoile filante et ça vaporise dans l'atmosphère, alors que quand ça arrive à la surface de la Lune, eh bien ça arrive directement à la surface de la Lune, il n'y a pas de ralentissement, donc ça arrive à pleine bourre, et un petit objet qui va faire quelques millimètres, quelques centimètres, eh ben, va provoquer un choc assez important puisque toute l'énergie cinétique va être transmise à la surface et donc on va fondre localement les roches. Il va y avoir des éjectats fondus qui vont être envoyés en fait vers le haut et en fait ces gouttelettes de roches fondues vont émettre thermiquement de la lumière et on va avoir un petit flash lumineux et donc très très court, en général ça dure quelques dizaines de millisecondes. Ah oui. Et en fait la lumière va cesser quasiment instantanément parce que la roche, les petites gouttelettes qui étaient fondues vont se refroidir instantanément et on aura eu la formation d'un nouveau cratère d'impact. Donc les flashs, cette lumière, c'est assez étonnant, c'est que depuis plusieurs siècles, tous les astronomes voyaient des lumières à la surface de la Lune. On n'a jamais su vraiment trop l'expliquer. De temps en temps, on l'expliquait par des volcans, des nuages, etc. Et puis, il a fallu attendre la nuit du 17 au 18 novembre 99. En fait, c'était la pluie d'étoiles filantes des Léonides sur Terre. Et en fait, pendant cette nuit-là, il y a eu 3 équipes qui ont détecté une vingtaine de flashs lunaires à la surface de la Lune, qui étaient directement reliés en fait à la pluie d'étoiles filantes qu'on observait sur Terre. C'était le même essaim. Donc voilà. Donc régulièrement, quand on traverse des essaims d'étoiles filantes de matière cométaire, nous on voit des belles étoiles filantes, et sur la Lune on voit des flashs d'impact et des nouveaux cratères parce que du coup, quand on arrive à localiser le cratère, on demande à la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter d'aller imager l'endroit où on a vu le flash et on est capable de voir le nouveau cratère d'impact se former. D'accord. Merci à Asmast2P et Rickoffs pour les follow. J'avais pas eu le temps de vous remercier tout à l'heure, merci beaucoup. Moi j'ai une autre question à propos de la lumière du coup des flashs. Donc sur la Lune, tu viens de nous expliquer pourquoi. Et sur la Terre, du coup, la météorite entre dans l'atmosphère. Ce qui provoque la lumière, c'est quoi? C'est un échauffement de la météorite? C'est la compression de l'air? Le frottement? Qu'est-ce que c'est qui provoque c'est effectivement plus ce qu'on voit, nous, quand on voit une étoile filante, c'est plutôt l'échauffement de l'air. C'est-à-dire que l'objet, lui, quand on voit une étoile filante au mois d'août, l'objet, il est en général de la taille d'un petit pois. Donc, certes, l'objet est chauffé et va fondre. Et va souvent se vaporiser très très vite. Mais ce qui marque en fait, c'est l'échauffement de toute l'atmosphère qui est autour de ce petit pois, qui là peut se propager pas mal parce que effectivement, on va atteindre des températures de plusieurs milliers de degrés et former un plasma autour de ce petit pois. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment l'échauffement de l'air plus que effectivement l'objet lui-même en train de fondre. Et les couleurs des étoiles filantes, est-ce que c'est dû à la composition de l'air ou de la météorite ou des deux? Non, de la composition de la météorite. Donc effectivement, on peut avoir effectivement des couleurs vert, rouge qui vont dépendre du métal, des différents éléments. Donc voilà, pour les très gros bolides, ça arrive de voir des couleurs bleu, vert, rouge régulièrement, quoi. D'accord. Et donc avec le projet Fripon de Vigiciel, l'idée, si je comprends bien, c'est de quadriller un peu un territoire pour pouvoir détecter des chutes d'objets, faire la triangulation, voir où ils sont tombés, tout ça, etc. Est-ce qu'il y a différentes catégories de météorites que vous cataloguez? Est-ce qu'il y a différentes catégories de météores et d'étoiles filantes? Est-ce qu'il y a une espèce de classification de la taille, peut-être? Comment ça se passe?
les deux grandes catégories qu'on a, c'est les étoiles filantes qui viennent des essaims météoritiques, c'est-à-dire comme au mois d'août. Et donc ça vient des comètes, c'est-à-dire que c'est de la poussière de comètes qui rentre en collision avec la Terre. Et puis les autres qui viennent des astéroïdes. Donc c'est vraiment les deux grandes sources de nos étoiles filantes. À l'heure actuelle, on n'a jamais retrouvé de météorites associées aux essaims cométaires. C'est-à-dire que toutes les météorites qu'on trouve sur Terre sont associées en fait à des astéroïdes. A priori, le matériel cométaire est trop fragile pour être capable de traverser l'atmosphère et donner lieu à une météorite cométaire. Je dis pas qu'il y en a pas. On a notamment des micrométéorites qui sont reliés aux comètes, mais par contre, les gros morceaux sont reliés aux astéroïdes. Et donc, pour répondre à la question du professeur Loufoque sur la météorite au sol est glacée, non, elle n'est pas glacée. En fait, il faut bien avoir conscience que l'astéroïde, la météorite, quand elle arrive, eh ben, en fait, elle va être directement, elle va être refroidie parce qu'elle a fondu. Il y a une dernière partie qui a fondu, on va dire à 25-30 km d'altitude. Donc, elle va certes traverser l'atmosphère en quelques dizaines de secondes, enfin les 20-30 derniers kilomètres. Et quand elle arrive au sol, elle va être en équilibre et en fait, ça va être une pierre normale. Il n'y a pas d'anomalie thermique de météorite. Il n'y a pas de flammes comme de temps en temps il y a eu des choses, enfin des canulars qui ont été organisés. Une météorite, c'est un caillou qui a une croûte de fusion toute noire et qu'on retrouve un peu enfoncé ou à la surface. Et qui ne montre pas de contraste thermique ou quoi que ce soit. J'imagine que pour qu'il y ait des flammes, il faudrait que ce soit une très grosse météorite, que ce soit le choc lui-même qui fasse chauffer. Ouais, ça serait... En fait, on n'est peut-être plus là pour en parler. C'est ça que... En fait, c'est même plus les flammes en tant que telles. C'est-à-dire que, oui, en fait, les flammes, elles viendraient de si on a des roches fondues qui mettent des incendies, comme voilà, qui chaufferaient des végétations. Il y a 66 millions d'années, avec effectivement l'impact de Chicxulub, là, qui est à l'origine de la disparition des dinosaures, on estime que la moitié de la biomasse a disparu par des incendies. On a retrouvé de la suie dans les couches, dans la couche qu'on appelle Crétacé-Tertiaire, et donc on sait qu'il y a eu de nombreux incendies, mais une météorite en tant que telle ne met pas le feu en fait à là où il tombe. Il n'y aurait pas une troisième classe de météores est-ce que c'est... Tu sais, tu parlais de météorites venant d'astéroïdes, venant d'essaims de comètes. Et il y a aussi les météorites venant d'autres planètes? Plus rares, peut-être? Alors, oui. Alors, tout à fait. On est d'accord, effectivement. Donc, c'est une toute petite minorité. Donc, on peut avoir effectivement des astéroïdes, des météorites qui viennent de la Lune ou de Mars. Donc, ça, on a identifié beaucoup. Donc, ceux-là, effectivement, c'est des météorites planétaires. Les météorites de Mars sont évidemment des choses qui, moi, m'intéressent plus particulièrement parce que on a des vrais morceaux de Mars pour comprendre un peu sa composition. Récemment, on a montré, notamment, on a trouvé une météorite qui s'appelle Black Beauty. Et en fait, on pense avoir trouvé le cratère d'impact à la surface de Mars qui a éjecté cette météorite. Donc, non seulement on a le caillou, mais on pense savoir d'où vient ce caillou. Donc, ce qui évidemment nous permet comme si on avait eu un retour d'échantillon, ça nous permet de remettre le contexte géologique de ce caillou qu'on a reçu sur Terre. Comment on peut faire pour trouver le cratère Alors, c'est une longue histoire, mais globalement, facilement, c'est-à-dire qu'on compare les caractéristiques de la météorite et on essaye de trouver des cratères sur Mars et des terrains qui ont les mêmes caractéristiques que la météorite. D'accord. Et donc, là, pour Black Beauty, il se fait que parmi tous les cratères, on a trouvé un seul cratère qui a toutes les caractéristiques de Black Beauty. Et donc, et il se fait que ce morceau-là serait issu de la croûte ancienne sur Mars et donc de ce proto-continent qu'on a observé. Donc, c'est évidemment passionnant parce qu'on a un résidu de 4,4 milliards d'années de certainement de la première croûte martienne qui s'est formée. J'imagine qu'on sait caractériser toutes les modifications terriennes qui sont advenues sur cette météorite pour bien séparer ce qui vient de Mars? Oui, alors après, cette météorite, elle a été trouvée dans le désert assez rapidement, donc il y a eu très peu de modifications terrestres en fait. Ah oui, on l'a trouvée après, juste après qu'elle soit tombée en fait. C'est pas... Tout à fait. Donc elle a été trouvée en 2011, et elle a été éjectée il y a 5-10 millions d'années de la planète Mars. Elle a mis 5-10 millions d'années à arriver sur Terre.
Et donc, on arrive à retrouver la trace. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et donc, c'est pour ça que ces météorites planétaires sont très rares, beaucoup plus rares qu'évidemment les autres. Et c'est celles qui, personnellement, m'intéressent le plus, évidemment, quoi. Donc, les météorites, ce sont des cailloux venant de l'espace de différentes origines qui peuvent nous apprendre des choses sur les corps dont ils proviennent, l'histoire du système solaire, l'histoire de Mars, l'histoire des comètes qui sont passées, qui ont plus ou moins éclaté, fait des essaims d'étoiles filantes sur lesquelles la Terre passe régulièrement. Ça, c'est l'objectif scientifique, grosso modo. Et alors, Fripon Vigiciel, c'est quoi? C'est un réseau d'observateurs, un réseau de télescopes, un réseau de... Quel est l'objectif et comment ça fonctionne? Donc en fait, Fripon, c'est un réseau de petites caméras qui sont installées un peu partout en France sur des musées, des petits observatoires, des centres, des laboratoires. Et donc en France, il y a une centaine de caméras qui surveillent toutes les nuits la potentielle chute de météorites ou d'entrée atmosphérique de petits morceaux de cailloux, quoi. Et donc effectivement, quand on a une entrée d'une atmosphère d'un petit morceau, potentiellement ça va être filmé par plusieurs caméras. Et quand on observe avec ces caméras, ça va nous permettre de retracer en retrianguler et de déterminer la trajectoire en 3 dimensions et de pouvoir déterminer premièrement si une météorite est arrivée au sol et puis deuxièmement où est-ce qu'elle est tombée. Et donc, c'est ce qui nous permet éventuellement de faire une alerte pour pouvoir aller chercher la météorite au sol. Donc, c'est une triangulation en fait qu'on fait avec les différents points de vue, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en un même endroit, s'il y a une météorite qui tombe, je ne sais pas moi, en Bretagne, il va y avoir la caméra de Brest, la caméra de Rennes, la caméra de Nantes qui vont l'observer sous différents angles et grâce à ça, grâce à la géométrie qu'on observe sur les caméras, on arrive à déterminer la trajectoire en 3 dimensions et à pouvoir déterminer où est-ce qu'elle est tombée, éventuellement s'il y a eu une météorite et où est-ce qu'elle est tombée. J'essaie de chercher un schéma qui pourrait... Alors, pour répondre au professeur Loufoque, si c'est une météorite, il faut approcher un gros aimant. Oui, ça réagit, mais il faut surtout pas le faire. C'est-à-dire que, en fait, une météorite a une mémoire magnétique, et donc en fait, quand on y a une météorite, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est mettre un aimant, parce qu'on va perdre la mémoire magnétique et donc des données scientifiques. Et donc, on peut mettre éventuellement... alors, on a des instruments qui permettent de mesurer les caractéristiques magnétiques de la météorite, mais il faut surtout pas faire ça. Voilà. Donc effectivement, c'est important à dire parce que souvent, effectivement, les chasseurs de météorites le font. Et en fait, les scientifiques s'arrachent un peu les cheveux après parce qu'en fait, il y a une partie de la donnée qui disparaît à cause des aimants. Et puis... c'est pas parce qu'il y a du métal dedans que c'est une météorite. Faut oublier que... Exactement. Alors ça, c'est effectivement autre chose, même si effectivement le métal est rare à la surface de la Terre, mais c'est un ensemble. Mais en tout cas, c'est sûr que sur certaines météorites, on peut s'amuser à passer un aimant quand on en a beaucoup. Là, j'ai ma bague qui est en météorite. Celle-là, je vais rien en tirer scientifiquement parlant. Donc, j'imagine que dès que tu vas à l'aéroport ou n'importe où, pouf, c'est fini. Exactement. Donc voilà, tous les soirs, je mets je reçois toute l'énergie cosmique quand je mets mon bras. Tout à fait. Nous sachons. Et voilà. D'accord, donc du coup, ces météorites, une fois qu'elles sont tombées au sol, tu peux aller les récupérer. Est-ce que c'est facile comme ça de retrouver un caillou qu'on a triangulé? Non, c'est très compliqué, c'est-à-dire que clairement, si on rentre dans le vif du sujet de ce qui s'est passé le 13 février dernier, ce qui était un cas idéal, l'objet faisait 1 mètre de diamètre, au sol, c'est des objets qui vont être potentiellement centimétriques, voire aller peut-être la dizaine de centimètres pour les gros morceaux. Quand on établit la zone de chute, c'est une zone qui va mesurer, qui va faire plusieurs kilomètres carrés.
Donc, on cherche un objet de quelques centimètres dans une zone qui fait plusieurs kilomètres carrés. Donc, voilà, hein, j'ai tendance à dire toujours, voilà, c'est assez. L'image est évidemment très simple de dire que c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, mais c'est le cas. C'est-à-dire que il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour beaucoup de monde pour aider à cette recherche, et puis de la chance, hein, parce que forcément dans une zone donnée il va y avoir des forêts, des broussailles, de l'eau, et donc il y a une probabilité non nulle que la météorite fasse plouf ou qu'elle soit cachée et qu'on ne trouve jamais cette météorite. Donc c'est pas simple, et évidemment la France n'est pas le meilleur pays pour trouver des météorites, mais ça arrive, et donc quand ça arrive, il faut les retrouver. Tiens, je suis en train d'essayer de trouver une image justement de trajectoire de météorite qui vient de Vigiciel. Alors, je pense pas que ce soit celle du février de 2023. Mais est-ce que c'est ce genre de choses, ce genre de données-là que vous avez, que vous récupérez pour pouvoir... je sais pas si tu as mis ça où, là sur le côté de ta vidéo, en fait, sur Ah oui, Twitch. d'accord. Okay. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ça, vous voyez, ça c'est la partie, la trajectoire, là, tous les points noirs au-dessus, c'est la trajectoire en 3 dimensions du vol lumineux. C'est-à-dire que de l'étoile filante. Et vous voyez que globalement, l'objet, il s'arrête à peu près à une trentaine de kilomètres d'altitude. Et donc après, la grande question, c'est comment tombe la météorite sur les 300 kilomètres d'altitude, parce que globalement, quand elle arrête de briller, c'est qu'elle a perdu de la vitesse. Et que donc, du coup on perd sa trace. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des modèles qui soient capables de retracer théoriquement la trajectoire avec les vents, etc., la déviation, et de calculer les points les plus probables de la chute de la météorite. Donc voilà, c'est typiquement une trajectoire, voilà, qu'on détermine grâce aux observations des caméras Fripon. D'accord. Alors du coup, cette météorite de 2023, est-ce que tu veux en parler un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors c'est évidemment un événement incroyable, hein. C'est que le 12 février dernier, donc vous voyez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le 12 février dernier à 21h, il y a un astronome hongrois qui détecte un astéroïde encore inconnu. Et donc, il le voit bouger dans son image, il lance une alerte, etc. Il y a plein de copains astronomes qui observent dans le monde, et ils se rendent compte que le caillou lui-même, qu'observait dans l'espace, allait rentrer en collision avec la Terre 7 heures plus tard. C'est-à-dire qu'il est détecté le 12 février à 21h, et on sait que le 13 février à 4h du matin, l'objet va rentrer en collision avec la Terre. Heureusement pour nous, dans l'espace, du coup. C'est ça. Les géocroiseurs, on donne pas de nom. Attention, hein, on donne des noms à... Bon, heureusement, entre Mars et Jupiter, mais les astéroïdes géocroiseurs, ça va, on est tranquille. Et donc, effectivement, à 4h du matin, il y a cet objet qui est estimé avec un diamètre de 1 mètre, hein, donc heureusement pour nous. Et donc, cet objet de 1 mètre est rentré au-dessus de la Manche dans l'atmosphère et a traversé une grosse partie de l'atmosphère. Et autour de 27 km d'altitude, l'objet s'est complètement fragmenté et a créé une pluie de pierres, une pluie de pierres sur la Seine maritime au sud-ouest de Dieppe. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est là où très rapidement, le lendemain, quand on s'est réveillé, toutes les caméras, anglaises, françaises, avaient effectivement été filmé, hein, et donc on a pu observer ce bel événement sous tous les angles, et c'est comme ça que très vite l'ellipse de chute a été calculée, et le 14 février on a été plusieurs à se rendre sur place, et le 15 février à toute une équipe. Et le 15 février après-midi, on était avec plusieurs amateurs, et on a eu une jeune étudiante qui marchait, et d'un coup, elle a dit « Oh, regardez, il y a un truc noir qui est un fleur ». Et on s'est tous rapprochés, et c'était la première météorite qu'on a trouvée. Donc c'est quand même assez émouvant, évidemment, de se dire que voilà, on trouve une météorite qui, quelques heures auparavant, était un astéroïde qui avait été détecté par les télescopes. Donc c'était une super aventure. Et donc,
pendant 2 semaines, il y a eu des recherches. Il y a peut-être encore des chasseurs de météorites qui recherchent, mais toute l'équipe du Fripon Vigiciel, puisque Vigiciel, hein, c'est la partie, le pendant sciences participatives de Fripon, c'est-à-dire que c'est Vigiciel qui, et notamment Asma Steinhauser, qui est, je crois, en train de nous écouter là. Donc voilà, on peut lui faire un petit coucou. Et Asma qui coordonne Vigiciel et qui fait appel à tous les gens pour essayer de les ramener, pour trouver des chercheurs sur le terrain qui viennent nous épauler parce qu'on a besoin de voilà, le plus de monde possible pour trouver cette météorite. Et donc, d'où l'intérêt du programme de sciences participatives, de montrer que tout à chacun peut venir chercher avec nous et trouver, parce que voilà, la première, c'est Loïs Leblanc, qui est une jeune étudiante de 18 ans, et on a eu plusieurs enfants qui ont trouvé des morceaux les jours suivants. Donc voilà, c'est une façon de faire de la science, une chasse au trésor céleste, et c'était vraiment sympa. Et donc voilà, il y a Asma qui dit chut, j'étais caché trop coup, voilà, t'es déni, t'es là. Bienvenue Asma, et d'ailleurs il y a Montbivou qui t'offre un abonnement. Merci beaucoup Montbivou pour l'abonnement offert à Asma. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Bladeo Zeden pour le suivi. Tiens Asma, regarde, tu vois, ce que je vais faire pour te remercier d'être là et pour te féliciter pour ton travail au sein de Vigiciel. Regarde ce que je vais faire. Je vais prendre ton petit chat ici, hop. Je vais te donner plein de petites étoiles. Comme ça, tu pourras changer la couleur de ton petit chat. Voilà. Et ce sera super. Voilà, hop. Alors, si tu veux changer la couleur de ton petit chat, tu vas sur Stream Avatar juste en dessous de la vidéo. Et tu pourras choisir une couleur. Et comme tu es abonné, tu as accès à toutes les couleurs. C'est magnifique. Du coup, Sylvain, j'ai mis la photo de la troupe juste à côté de toi. Oui, oui. Et Asma, on la voit, c'est la petite tête avec l'écharpe blanche juste à la droite de ma tête, à lunettes, voilà. Et j'imagine que Loïs, l'étudiante, ce qui a trouvé, c'est celle qui pointe du doigt la météorite. Voilà, qui est au centre du village, tout à fait. Bon, et puis la météorite au premier plan. Je reconnais. Voilà. Donc toute l'équipe, là, on était. Il y avait François Collat, à droite, on a un chercheur de la NASA qui est venu, Peter Jeniskens, Jean-Philippe Usan aussi, au centre qui était avec nous. Donc voilà, on était une petite bande d'une quinzaine, et puis voilà, ça a évolué au fur et à mesure des jours, mais c'était un grand moment, effectivement. Comment ça se passe comme ça, une campagne de recherche de météorites? Vous faites une sorte de battue, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Là, on était typiquement dans le terrain là où on a trouvé la première météorite. On était chacun sur la ligne. Là, on était dans un champ, on était la moitié du groupe, 7-8. Il y avait l'autre groupe qui était dans un autre endroit. Et donc, on marchait sur notre ligne, voilà, et on essaye d'être concentré sur nos pieds et sur ce qu'on voit. Et puis, voilà, là, pour vous dire, nous, ça fait peut-être une dizaine de battues qu'on fait où on n'avait rien trouvé. Donc, c'est évidemment un grand moment pour cette première météorite. Donc voilà. Et alors, il y a Yann qui pose pourquoi est-ce qu'elle est tenue sur du papier alu. Effectivement, voilà, pour pas la contaminer, on l'a très vite protégée pour pas qu'on mette nos pâtes sales sur la météorite, et parce que très vite, elle est partie après dans les laboratoires pour être étudiée, donc on évite de la contaminer. Voilà. Tu disais qu'il y avait une pluie de pierres, vous en avez trouvé plusieurs sur cette session-là? Oui, alors là, pendant l'équipe Fripon Vigiciel a trouvé 13 pierres. Donc, la plus grosse, c'est celle-là, mais on en a trouvé 13. Et il y a eu des chasseurs de météorites qui sont venus en parallèle, qui ont certainement trouvé une dizaine de pierres aussi. Donc ça, c'est évidemment toujours un problème, le fait d'avoir des chasseurs de météorites qui cherchent sans forcément suivre les règles qu'il faudrait. Je tiens à préciser que alors la recherche et l'appartenance des météorites n'est pas légiférée, donc c'est très compliqué de voilà, les règles sont pas claires. Ce qui est sûr, c'est que la moindre des choses quand on cherche, c'est d'aller demander les autorisations au propriétaire de rentrer dans sa parcelle, oui. Et quand on trouve, de lui l'informer qu'on a trouvé quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe Fripon Vigiciel. Mais les chasseurs de météorites, bon nombre rentrent sur les terrains, et quand ils trouvent, ils se barrent avec le caillou sans prévenir le propriétaire ni quoi que ce soit.
le plus bel exemple a été voilà des chercheurs américains qui sont arrivés 2 jours après nous, ont trouvé une grosse masse et l'ont envoyé directement aux États-Unis, donc et vont vont la vendre. Donc toute la question de la propriété des météorites est effectivement un gros problème, et donc on travaille là-dessus pour éventuellement que ça soit légiféré et qu'on arrive à effectivement travailler là-dessus, quoi. Oui, parce que j'imagine qu'il y en a qui font ça pour les vendre, qui font ça pour les collectionner. Alors, les objectifs sont pas forcément louables. Et en plus, ça perturbe pas mal la recherche. C'est des données en moins pour vous aussi. Oui, bah en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, et ça c'est le message le plus important, c'est que quand on trouve une météorite, l'objectif c'est de pouvoir la garder le maximum de temps et donc qu'elle rentre dans la collection du Muséum national d'histoire naturelle. Ouais. Je veux dire, le nombre de météorites historiques qui sont récupérées par les gens et qui finissent sur un coin de cheminée ou dans un tiroir, bah on se doute bien que 50 ans, un siècle plus tard, ces cailloux vont finir soit à la poubelle ou dehors et on aura perdu ces objets. Donc aujourd'hui, on essaye d'expliquer le plus aux gens sur le terrain, c'est de leur dire, bah voilà, ces roches ont une valeur scientifique et on a tout intérêt à ce qu'elles rentrent dans la collection du Muséum d'histoire naturelle pour qu'elles puissent être étudiées dans 1, 2, 3 siècles si on a des nouveaux outils d'analyse. Donc c'est quelque chose vraiment d'important et donc c'est vraiment la philosophie en tout cas du programme. J'imagine que si elle est sur une cheminée, les conditions de conservation ne vont pas être optimales. Les données scientifiques seront peut-être altérées du coup au moment où on la récupère après. Oui, bah c'est ça effectivement. En fait, c'est sûr qu'il faut aller vite. Il faut aller vite et puis il faut qu'on arrive à travailler tous main dans la main entre guillemets avec les chasseurs de météorites parce que quelque part ces chasseurs de météorites ils font du boulot, ils cherchent aussi, ils les trouvent, donc c'est normal, mais il faut le faire intelligemment et il faut effectivement que ça se fasse tous ensemble, qu'on arrive à avoir les données scientifiques, qu'on arrive à avoir un petit peu, à toujours tout simplement travailler intelligemment parce que et puis que tout le monde, que les propriétaires de terrain soient au courant, etc. Bref, il y a toute une façon de faire qu'on essaye de promouvoir et de pouvoir développer pour les prochaines chutes. Ça me fait penser un petit peu au problème que posent les détectoristes pour les archéologues. Tu sais, ces gens qui vont avoir un détecteur de métaux et du coup, ils récupèrent des trucs, mais une pièce qu'on trouve dans le sol, selon la profondeur, selon où elle a été placée, si tu la déplaces, tu perds l'information. C'est ça. Alors, à l'instant, c'est que quand même, il y a des lois sur les objets archéologiques, etc. Il n'y a pas de loi pour l'instant sur les météorites. Tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est sur des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Eh bien, c'était passionnant tout ça. Est-ce que tu as encore d'autres choses que tu voudrais nous dire à propos des météorites, à propos de logiciels qu'on n'aurait pas abordé? Pendant cela, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme question. Je vois qu'il y a... Ah oui, c'est une question que je voulais aborder justement, qui a été donnée dans le chat justement. C'est mon Bivo qui te demande... on a une idée... Ah, attends, c'est où? On a une idée approximative d'où et dans quelles conditions s'est formée cette pierre. Ouais, c'est ça que je voulais te poser aussi comme question du coup. Alors dans ce cas-là, là l'orbite a été déterminée et a priori donc c'est une météorite. Donc là cette météorite c'est ce qu'on appelle une chondrite ordinaire, assez faible, assez appauvrie en fer. Et l'orbite montre qu'elle vient de la ceinture d'astéroïdes. Donc en tout cas c'était un morceau de la ceinture d'astéroïdes qui avait une orbite assez qui est venu rencontrer la Terre. Donc c'est vraiment un morceau qui venait d'un astéroïde entre Mars et Jupiter. D'accord. Très très bien. Et c'est quoi la météorite les plus exotiques que tu as pu trouver dans ta carrière? Voilà, moi j'en ai pas trouvé tant que ça parce que je suis pas vraiment un chercheur de météorites. Moi j'ai trouvé j'en ai trouvé des au Maroc, c'était des météorites de fer. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas mon métier premier de chercher les météorites. Quand bizarrement, c'est vrai que là en France, c'était la première depuis pas mal d'années. Mais c'est sûr que en tout cas les météorites la plus exotique sur laquelle on travaille, c'est clairement Black Beauty, cette météorite martienne qui est
certainement la météorite la plus rare au monde en fait. C'est un cas unique, une roche martienne qui ne ressemble à aucune autre. Et donc c'est évidemment une roche tout à fait incroyable. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial en dehors du fait qu'on sait d'où elle vient sur Mars? En fait, la majorité des météorites martiennes sont des roches qui ressemblent finalement assez aux roches volcaniques terrestres. Celle-là, Black Beauty, c'est une roche qui est ce qu'on appelle une brèche d'impact. C'est-à-dire qu'elle est, c'est un astéroïde qui est venu impacter une nappe d'éjecta autour d'un astéroïde. C'est-à-dire qu'on a eu un astéroïde, on a eu la nappe d'éjecta qui était un broyat de toutes les roches qui étaient en profondeur, et on a eu l'astéroïde qui est venu éjecter ces éjectats. Et donc du coup, le Black Beauty, c'est une brèche qui est constituée d'une multitude de morceaux de différentes natures. Et donc on a voilà, ça nous montre la complexité de la géologie en profondeur, avec des basaltes, des choses qui ressemblent à nos granites. Bref, c'est une météorite quand même fascinante et qui fera encore parler d'elle pendant pas mal de temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Il y a Yann Spage qui dit théoriquement dans les deux cas, si c'est un terrain privé, la trouvaille sur ou sous terre appartient au propriétaire du terrain. Est-ce que les lois sont si claires que ça? Non, en fait, c'est pas. Il y a une jurisprudence qui souvent dit que la météorite est à la moitié appartient au propriétaire du terrain, la moitié au découvreur. Donc, dans tous les cas, il y a des histoires où c'est revenu au propriétaire, l'autre au découvreur. Voilà, mais c'est pas légiféré, etc. Et exactement. Donc, c'est tout ça, c'est des négociations et c'est des discussions qu'on doit avoir avec les propriétaires, etc. Merci beaucoup pour le Rêve d'Espace qui nous arrive avec une quinzaine de personnes. Merci beaucoup. Que faisiez-vous sur votre stream Rêve d'Espace? Nous, je suis avec Sylvain Boulet. On parle de Mars, de cratères, de météorites. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou dans le chat et à poser vos questions à Sylvain. On arrive bientôt à la fin de l'interview, mais peut-être que si vous avez une question brûlante, c'est le cas de le dire, sur les météorites, n'hésitez pas à la poser. Et moi, j'avais une dernière question à te poser. Du coup, si dans le chat, il y a des gens qui veulent faire de la recherche, se lancer dans la recherche de météorites, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ce soit fait dans les règles? Et comment est-ce qu'ils peuvent participer à Vigiciel? Alors, Vigiciel, évidemment, je vous invite tous à aller voir Vigiciel. Vigiciel, il y a trois façons de participer. La première chose, c'est quand vous voyez une grosse étoile filante, vous pouvez témoigner de vos observations. Donc là, par exemple, dans le cas du bolide du 13 février, eh bien, on a eu plus d'une centaine de témoignages sur la plateforme qui ont raconté ce qu'ils ont vu et qui permettent déjà très rapidement de délimiter et de savoir où a eu lieu la chute. Donc, tous vos témoignages sont très importants et ça permet de mobiliser aussi la communauté autour de cet événement. Également, voilà, il y a un certain nombre de valises pédagogiques qui ont été développées autour grâce à des pôles régionaux en fait Vigiciel, donc un peu partout en France. Donc, je vous invite à découvrir les pôles les pôles régionaux et puis éventuellement de vous rapprocher d'eux pour demander s'il y a des formations, etc. Pour apprendre à reconnaître ces météorites. Et puis en cas de chute, régulièrement, là ça a été le cas, il y a eu des appels au public pour venir nous rejoindre sur le terrain et pour chercher les météorites avec nous en cas de recherche et de battu. Donc ça, c'est la deuxième façon de participer à Vigiciel. Et troisièmement aussi, on a créé un programme de sciences participatives pour essayer de trouver de nouvelles structures d'impact sur Terre. Donc là, on propose au grand public à partir d'images satellites, de retrouver de potentielles structures d'impact. Et donc voilà, c'est un projet un peu fil rouge et on espère dans les prochaines années, pourquoi pas découvrir une ou plusieurs structures d'impact. Voilà, donc n'hésitez pas. Et donc effectivement, je vois sur le chat, j'ai entendu dire qu'on pouvait passer les dépôts dans des gouttières à l'aimant pour tenter de récupérer des paillettes de météorites ferreuses. Donc c'est vrai, dans nos gouttières, il y a des micrométéorites qui tombent. C'est pas simple, c'est pas parce que vous allez les récupérer avec un aimant que tout ce que vous récupérez, ce sont des micrométéorites, parce que malheureusement, il y a d'autres particules qui vont réagir à votre... Il y a des gouttières qui sont en métal aussi, donc il peut y avoir des petits morceaux. Exactement, et donc c'est un travail. C'est-à-dire que oui, il y en a, mais pour les reconnaître, là, il va falloir un peu plus de matos pour pouvoir les discerner. Petite anecdote par rapport à ça, quand j'étais petite,
J'avais vu dans les magazines d'expérience pour enfants qu'on pouvait mettre une bassine dans le jardin avec de l'eau, attendre longtemps, et puis ensuite passer un aimant pour détecter des petites particules météoritiques. Et j'en avais trouvé une ou deux. Alors ça veut pas dire que c'est des météorites, hein, c'est des petites particules de métal qui sont trouvées dans ma bassine. Disons que statistiquement une partie d'entre elles viennent de l'espace, et je les ai ramenées dans le garage pour les étudier au microscope. Sur l'établi, mauvaise idée. Mauvaise idée, et du coup après je les ai perdus et je savais plus si c'était un bout de métal d'une vis qui traînait ou enfin aussi. Faites attention quoi. Et il y a un petit peu de méthode. Ouais. On a Yann. C'est vrai que, voilà. Tu avais fait cette expérience déjà toi aussi ou pas? Ouais. Moi, alors non, moi personnellement, je l'ai pas fait, mais j'ai notamment un des jeunes qu'on avait encadré là dans le concours UDR qui avait fait l'expérience de lui prendre la neige, de la neige, et essayer de trouver effectivement de faire fondre et de retrouver des particules. Et bon, lui, c'est pareil, il avait eu la chance de travailler avec un doctorant à Dorsey, et parmi toutes les particules qu'il avait, il y avait pas de micrométéorites. Mais Comment tu fais pour faire la différence entre une micrométéorite ferreuse et un bout de fer classique Alors, je saurais pas répondre à ta question parce que j'ai jamais étudié les micrométéorites en tant que telles. Je sais qu'en tout cas, il le passe notamment au microscope électronique à balayage qui permet d'avoir la composition, et effectivement, tu vas avoir des micrométéorites qui vont avoir des signatures propres aux micrométéorites. Mais je veux pas dire aussi l'état, parce que ça a fondu et ça s'est reformé. Si ça a brûlé dans l'atmosphère, tandis que si c'est un petit bout de vis, ça ne doit pas être... Oui, non, c'est sûr, mais c'est vrai que, en tout cas, ben voilà, il y a des grandes équipes qui étudient les micrométéorites, hein, et ça c'est pareil, c'est un domaine de science qui est encore assez peu connu, hein, finalement, parce que voilà, toutes ces micrométéorites qu'on trouve, notamment en Antarctique, on les retrouve, mais on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Donc c'est une vraie thématique scientifique aujourd'hui. J'ai vu sur diverses sources qu'il y avait 5000 tonnes de matériel qui touchait le sol chaque année, matériel extraterrestre. Est-ce que c'est une estimation d'où elle vient déjà? Est-ce que c'est... Alors, l'estimation... Le chiffre 5000 tonnes qui touchent le sol, ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, on est sur autour de 50 000 tonnes qui rentrent en haut de l'atmosphère, quelques dizaines de milliers de tonnes en haut de l'atmosphère, au sol sous forme de météorites. Je pense que c'est plutôt quelques tonnes, vraiment. Après, les micrométéorites, je sais, j'ai pas cette masse, donc. J'avais vu ça. Mais 5000 tonnes, ça me paraît beaucoup, mais c'est pas impossible. Hein. Je sais plus où j'avais vu ça, c'était sur Futura Science que j'avais vu un article qui racontait ça, j'avais pas pu retrouver la source justement. Mais oui, donc il tombe toujours des météorites tous les jours sur la Terre, en tout cas, ça c'est sûr. Merci pour le follow d'Urnic58. Il y avait tout à l'heure professeur Loufa qui voulait remercier Vigiciel pour les mallettes justement. C'est professeur Loufa, je crois, qui disait ça, ou c'est INCPH, je sais plus. Ah, je ne sais plus. Ah bah, du coup, effectivement, en tout cas, j'ai vu le post, et effectivement, hein, donc il y a toutes ces mallettes, toutes ces mallettes Vigiciel qui sont un peu partout, et voilà, qu'on avait développées il y a quelques années, qui servent à former régulièrement de nouveaux chercheurs de météorites amateurs. Il y a Asma qui disait, du coup, qui parlait de Vigicratère. C'est ça le programme de recherche de cratères? Oui, c'est ça. Donc, voilà, si vous allez sur le site de Vigiciel, vous allez pouvoir retrouver aussi Vigicratère, mais vous pouvez aller aussi sur Vigicratère directement, et ça vous emmènera vers la recherche de cratères d'impact. Alors comment on fait du coup pour rechercher des cratères d'impact sur Terre quand on n'est pas spécialiste? Est-ce qu'on va sur Google Earth et on scrolle et on finit par trouver des trucs? Comment ça se passe? Alors là c'est un peu plus compliqué, enfin un peu différent. On a des personnes qui cherchent sur Google Earth, mais là en fait ce qu'on a fait, c'est on a pris des images topographiques, c'est-à-dire du relief de la planète Terre, et en fait on cherche des dépressions, c'est-à-dire qu'on cherche des trous, des grands trous, et donc ce qui est complémentaire des images satellites, c'est qu'on cherche effectivement des dépressions qui seraient pas forcément visibles sur les images satellites, mais qu'on pourrait voir dans la topographie. Et donc en fait on a découpé toute la Terre en environ 200 000 images, et donc en fait ce sont toutes ces images qu'on propose au grand public, et donc on leur demande de dessiner toutes les structures circulaires qu'ils voient dans ces données.
Donc voilà, et donc après toutes ces structures sont mises au vote. En fait, on demande aux gens s'ils pensent que c'est plutôt un volcan, plutôt une structure anthropique, etc. Et voilà, et donc c'est une plateforme qu'on est en train de faire évoluer, qu'on est en train de faire évoluer, et l'idée c'est voilà, de le rendre le plus participatif possible et international possible, parce que des structures, on peut voilà, quelqu'un en France peut détecter une structure, je sais pas moi, en pleine Asie centrale, et de se dire, bah voilà, est-ce qu'il y a des gens qui, lors de leur voyage en Asie centrale, pourraient ramener des photos et nous donner des éléments pour éventuellement l'étudier, et donc comme ça, pourquoi pas prouver la nature d'un nouveau cratère. Eh bien, merci beaucoup, Sylvain. Ça fait, on a exploré beaucoup de sujets. En même temps, tu as fait beaucoup de choses jusqu'à présent dans ta carrière, donc je voulais vraiment qu'on puisse parler de tout ça. Pour finir, est-ce qu'il y a d'autres projets en relation avec le public que tu fais en dehors de Vigiciel? Est-ce que tu fais de la vulgarisation? Est-ce que tu écris des livres? Est-ce que tu as des disons que ouais. annexes? En fait, une grosse partie de mon activité finalement est directement reliée aussi avec le public, puisque je suis président de la Société astronomique de France. Et dans ce cadre-là, en fait, on fait plein de choses. On développe l'astronomie en Afrique. On a créé un magazine web qui s'appelle l'Astronomie Afrique. Moi, je fais une chronique tous les mois sur RFI qui s'appelle Ciel d'Afrique, en fait, où notre objectif, c'est vraiment de développer l'astronomie en Afrique francophone. Tous les 3 mois, on fait gagner une lunette astronomique à des jeunes astronomes africains pour créer de nouveaux clubs d'astronomie, etc. Donc, on a effectivement une grosse activité de développement à l'international pour aider en fait au développement de l'astronomie dans les différents pays en voie de développement. Donc ça, c'est une première activité. À la SAF, moi évidemment, la Société astronomique de France, c'est une société savante qui a été créée en 1887 par Camille Flammarion, qui est un peu le père de l'astronomie populaire, puisqu'il a écrit cet ouvrage il y a 140 ans pour rendre l'astronomie le plus populaire possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout pour développer, rendre cette astronomie accessible à tous, donc par la mise en place notamment d'un événement qu'on organise tous les ans maintenant depuis 2019, qui s'appelle On the Moon Again. En fait, je ne sais pas si parmi vous il y a des possesseurs de télescopes, mais les 23, 24 et 25 juin prochains, si vous avez un télescope, je vous invite à le sortir et à partager la Lune avec les passants. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site onthemoonagain.org et vous inscrire. Et donc l'idée, c'est de faire une grande nuit de la Lune où en fait un maximum on essaye de partager la Lune aux passants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir surprendre les passants et de pouvoir apporter du rêve aux gens qui finalement n'imaginaient même pas que c'était possible d'observer la Lune dans les rues. Donc c'est une initiative qu'on a créée en 2019. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'année dernière, on a eu près d'encore de 500 sites dans une 50aine de pays qui ont participé. Et donc, pendant ces différentes nuits, l'objectif, c'est de partager l'émotion de l'observation de la Lune. Donc, si vous avez un télescope, c'est ouvert à tous et c'est le bon moment pour partager. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des événements importants. On a lancé récemment le concours Univers aussi pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc si vous avez des jeunes passionnés d'astronomie, c'est encore le temps de s'inscrire. En fait, c'est un challenge qui propose aux jeunes de 12-18 ans de faire leur propre vidéo sur une question astronomique. On leur trouve un parrain astronome avec qui ils vont réaliser cette vidéo. Et donc c'est un grand concours qui était d'abord national et puis qui est devenu international, puisqu'aujourd'hui on a une dizaine de pays qui participent. Et donc en fait on a un lauréat dans chaque pays et qui gagne chaque lauréat gagne une lunette astronomique, et puis à la fin on a un grand gagnant international qui gagne une météorite lunaire. Donc si vous avez des jeunes qui veulent faire un peu d'astronomie, de vidéo, on organise ça notamment avec Sébastien Carassou, et donc là on est en train les inscriptions sont encore possibles jusqu'à encore pendant 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc à la Société astronomique de France, ça c'est vraiment un de
de mes grands objectifs actuellement, c'est de rajeunir et de proposer aux jeunes de pouvoir participer aux activités de cette association. On a créé une commission jeune, avec notamment sur le serveur Discord. Donc il y a une chaîne de la commission jeune où en fait régulièrement on propose des activités. Donc voilà, donc ça rentre dans toutes nos activités. Il y a beaucoup de choses, je pourrais vous en parler beaucoup. On a aussi l'association Les Petits Cueilleurs d'Étoiles, on a créé en 2016 pour aller parler des étoiles aux enfants hospitalisés. Voilà, donc les petits cueilleurs d'étoiles.fr, le site internet, vous pouvez aller le voir aussi. Donc beaucoup de choses. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rendre l'astronomie le plus populaire possible et donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et on voit qu'il y a beaucoup de boulot aussi bien en France qu'à l'international. Donc voilà, on a un monde à conquérir de ce point de vue-là. Il y a de quoi faire. Donc on a besoin de toutes les bonnes volontés évidemment pour continuer à développer l'astronomie. Ça fait beaucoup de choses, en fait, tu fais beaucoup de choses par la SAF, et puis moi j'imagine en tant que personne pour la vulgarisation et pour l'accès à l'astronomie pour différents publics. Tu as parlé de Moon Again, on en parlera samedi d'ailleurs avec Elodie Chabrol, que tu dois connaître, j'imagine. Tout à fait, en 2019, on a lancé On the Moon Again avec Elodie, avec Asma, qui est aussi, dont on parlait tout à l'heure, avec Jean-Philippe Usan. Donc, on était le petit noyau qui a lancé On the Moon Again en 2019. Et puis, voilà, ça continue 4 ans plus tard. Donc, on est content de la pérennité du projet. Donc, on fera une grosse session On Moon Again, Pins of Science, samedi soir, du coup, avec Elodie sur la chaîne. Et enfin, Sylvain, est-ce que tu as écrit des livres qu'on peut trouver? Est-ce que tu as... Alors, on avait écrit, dans le cadre du programme Fripon, on avait écrit le livre Impact des météorocratères aux éditions Belin. Donc, on le retrouve toujours. Donc, si toute cette thématique vous intéresse, il est toujours accessible. Et puis là, on est en train de travailler un livre pour enfants avec Jean-Philippe Usan et sa fille. Un livre qui normalement devrait sortir en 2024 et qui sera un livre plutôt pour les 6-9 ans. En fait, on a monté un projet là depuis 2 ans qui s'appelle Les Montreurs d'Étoiles, et l'idée c'était de proposer aux jeunes migrants et réfugiés de devenir des montreurs d'étoiles. C'est-à-dire que tous les ans, pendant 2 jours, on propose une formation à ces jeunes réfugiés et migrants. Et pendant 2 jours, ils apprennent le minimum de la Lune et puis le minimum de comment présenter la Lune aux passants. Et en fait, c'est une expérience tout à fait enrichissante et incroyable. C'est qu'effectivement, en 2 jours, ils reprennent confiance grâce à l'astronomie. Et du coup, de cette formation, nous est venu ce livre en se disant, c'est une autre sorte de vulgarisation et de médiation, c'est de trouver les phrases, le strict minimum que chacun doit savoir sur la Lune, sur les étoiles. Et donc, ce livre qu'on fait avec Usan est vraiment le résultat de ces formations qu'on a fait avec les montreurs d'étoiles. Et donc voilà, on va relancer ça pour la 3e année là au mois de mai. Donc on va avoir une nouvelle promotion de jeunes qui viennent d'Afghanistan, de Somalie, du Mali, de différents pays. Et c'est vrai que c'est toujours émouvant de les voir le soir même, aller chercher les gens pour leur montrer la Lune. Et voilà, l'astronomie, c'est certes une science, mais aussi fédérateur d'émotions et de pouvoir rassembler les gens. Et donc c'est vraiment c'est vraiment chouette de voir ça. Donc on continue et je pense qu'on va le développer. Les montreurs d'étoiles ont lieu sur Paris, mais aussi sur Nice avec nos collègues de l'Observatoire de Nice, Eric Lagadec et Mamadou Ndiaye. Et puis là, on va peut-être le lancer aussi dans les Alpes. Donc c'est un projet qu'on continue à développer et donc ça va donner lieu à ce petit livre qui sortira en 2024. Un rêve d'espace qui te demande comment tu trouves autant d'énergie. En fait, on aime ça et voilà, je pense que c'est un truc que je fais depuis que je suis gamin et voilà,
on n'a pas beaucoup de temps sur Terre pour faire plein de choses, donc c'est cool. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui, avec plein de bonnes énergies aussi. J'ai eu la chance de d'avoir plein de bonnes énergies autour de moi qui donnent de la motivation au jour le jour et voilà, et ça donne envie de continuer, de développer de nouveaux projets. Il y a plein de choses à faire, donc voilà, il faut le faire. Et alors j'en profite, un Rêve d'Espace qui nous a fait un raid juste avant. N'hésitez pas à aller follow la chaîne de Rêve d'Espace et d'aller visiter le site d'actualité spatiale et astronomique de Rêve d'Espace. C'est important, voilà, on fait un petit peu de pub pour les collègues au passage. Hop, c'est parfait. Est-ce que tu as passé un bon moment, Sylvain? Ouais, et puis juste quand même, je fais de la pub parce que je suis... Oui, le magazine de la SAF. C'est ça, voilà, le magazine de la SAF, l'astronomie, je l'ai à côté, là d'ailleurs on parle des hélicos martiens. Et donc voilà, je tiens à préciser quand même que ce magazine, c'est le seul mensuel en astronomie qu'on trouve dans les kiosques. C'est fait en grande partie par un comité de rédaction bénévole qui est fait par des scientifiques de la SAF. Et donc voilà, vous pouvez le retrouver tous les mois dans votre kiosque ou en abonnement. Donc voilà, je fais un peu de pub parce que c'est vrai que c'est un énorme travail qui est réalisé par les bénévoles de la SAF, qui je trouve est vraiment un beau magazine. Et puis voilà, c'est le seul mensuel. Donc si vous avez envie de lire de l'astronomie tous les mois, vous pouvez vous abonner et acheter en kiosque le magazine. C'est vrai que si à l'espace, le magazine de la FA est passé bimensuel maintenant, si je me trompe pas. Tout à fait, c'est ça, exactement. Donc, maintenant, il n'y a plus que vous en mensuel, effectivement, donc n'hésitez pas à aller lire l'astronomie, c'est important. Merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? C'était super sympa, merci beaucoup, merci à tous pour vos questions et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées, c'est ce qu'on essaye de porter à la SAF, c'est d'être une bonne plateforme pour fédérer les bonnes énergies et puis pour lancer des projets, que ce soit en France à l'international. Donc si vous avez des idées, si vous avez des besoins, etc., n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer, de vous écouter, donc ça sera un plaisir. Il y a Asma qui te dit que c'est ta bague magique qui te sert pour trouver de l'énergie. C'est le pouvoir des pierres, c'est ça. Exactement. C'est une pierre pas comme les autres, mais ouais, c'est ça. Les météorites ont un pouvoir cinétique. Exactement. Il y a une personne qui s'est pris une météorite sur le coin de la figure dans l'histoire, je crois une ou deux, pas plus. Mais alors il y a eu 1954, une dame en Alabama qui a eu ça a traversé sa maison et puis elle a été blessée, mais bon, elle n'est pas morte. C'est assez rare. Alors en Inde aussi, il y a plein d'histoires, mais il y a plein d'histoires. Après, il y a des histoires, il faut faire attention. Il y en a, a priori, il n'y a jamais eu de mort constatée. Peut-être une vache, peut-être un chien, mais ça reste, à vérifier. C'est quand même très très rare. Il y a eu des blessés par contre en 2013, la météorite de Chelyabinsk. Oui, alors c'est ça, mais pas par la météorite, par les débris de verre. Par les débris de verre, par le souffle de la fragmentation. Il y a un code promo pour le magazine. Est-ce qu'il y a un code promo pour le magazine? Je ne suis pas sûr. C'est une bonne question. Je sais qu'on a des flyers. Il y a une offre, mais je sais plus. Je crois pas qu'elle soit accessible sur l'astronomie. Je ne crois pas qu'il y ait d'offres comme ça. En fait, souvent, dans les salons, par exemple, on va être partenaire du Festival de Florence, les rencontres du ciel et de l'espace, on est là, et là, effectivement, il y a souvent des offres d'abonnement, mais comme ça, la meilleure solution, c'est quand même de s'abonner en ligne. Et je ne crois pas qu'il y ait de code promo. Je vois que sur la page l'astronomie, il y a marqué les deux Camille. Voilà, je suis bien chez le bon endroit, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Musique et astronomie. Mais du coup, moi j'ai passé un très bon moment aussi avec toi, c'était passionnant. J'ai essayé de poser des questions dans un ordre à peu près logique. Je vois que tu as beaucoup parlé, tu dois avoir un petit peu soif, je pense, maintenant. En tout cas, nous, on a bu tes paroles sans aucune retenue. Est-ce que dans le chat vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez eu des réponses satisfaisantes à vos questions?
Dites-nous donc. Merci beaucoup aux membres à tes collègues, notamment Asma qui est passé aussi dans le chat. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à venir dire coucou. Je sais que j'avais tagué j'avais tagué Vigiciel tout à l'heure aussi. Donc s'il y a des membres de Vigiciel, d'autres membres de Vigiciel, n'hésitez pas à venir dire coucou dans le chat aussi. Professeur Lefoc dit c'était formidable, quelle énergie. C'est vrai que tu as une énergie assez colossale quand il s'agit de faire une interview, Sylvain. Eh ben merci à tous. Souvent, je te posais des bribes de questions et tu trouvais quand même à répondre, donc c'est très très chouette. Il n'y a jamais assez de réponses satisfaisantes. Ah, mais ça c'est sûr. Vous avez toujours plus de questions que de réponses à la fin d'une session. Mais écoute, merci beaucoup. Je vais pas prendre plus de ton temps. Moi, je vais ensuite passer à la fin de la soirée. Je pense que je vais continuer un petit peu le let's play qu'on avait fait du jeu Lost in Random. Pas de quiz ce soir puisque c'est un Galactic News bonus. Normalement, c'est le samedi. Le samedi, c'est les news astro-spatiales de la semaine, plus l'interview, plus le quiz après. Mais là, ça aurait fait un petit peu trop de quiz cette semaine. Je préfère garder les questions pour samedi avec Elodie. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ouais, bonne nuit. Et puis à une prochaine, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à aller suivre du coup Sylvain sur tous les réseaux dont on vous a parlé.